Donc, deux remarques préliminaires hein, avant que je commence mon intervention. D'abord, le travail que je vais vous présenter, il est encore en cours. C'est un chantier inachevé. Ensuite, c'est le fruit d'une réflexion collective avec Pierre et Jérémy, mais ils ne seront pas forcément responsables de tout ce que je vais dire. Alors, euh, pour rappel, l'OMS s'est doté en 1999 d'un groupe d'experts sur les questions de vaccination qui a mis en place en 2012 un groupe de travail sur l'hésitation vaccinale, avec en 2015 un numéro spécial de la revue Vaccine qui définit et utilise cette notion comme une nouvelle façon d'appréhender les comportements vaccinaux. Le recours à cette notion a été bien sûr boosté par la crise sanitaire et vous avez entre 2020 et 2024 plus de 7000 articles scientifiques publiés qui mentionnent l'hésitation vaccinale dans le titre ou dans le résumé. Et bien sûr, je n'en ai lu qu'une infime partie. Alors, un succès académique, mais aussi un succès médiatique, en particulier en 2019, puisque cette année-là, l'OMS classe l'hésitation vaccinale parmi les 10 plus grandes menaces pour la santé globale. C'est bien sûr l'occasion pour les médias de confondre hésitation vaccinale et anti-vaccination, sachant que ce succès et cette confusion seront encore accrus par la crise sanitaire. Je vais laisser de côté les usages médiatiques de cette notion, mais je précise tout de même que cette confusion entre hésitation vaccinale et anti-vaccination, on la retrouve aussi dans un certain nombre d'articles académiques. Alors, que faire de l'hésitation vaccinale quand on est sociologue? Pour essayer de répondre à cette question, je voudrais d'abord revenir sur les enjeux, les usages et les attentes que suscitent les choix vaccinaux, en partant du constat que la vaccination est en quelque sorte la fille aînée de la science et de l'État moderne. Ça me permettra d'introduire la notion de rapport ordinaire à la vaccination et de m'intéresser à la façon dont la santé publique contribue à promouvoir un modèle qui décrit les choix vaccinaux en population. J'en viendrai ensuite à l'hésitation vaccinale et j'essaierai de montrer que les ambiguïtés de cette notion résultent de cette double nature entre ouverture aux sciences humaines et sociales et riposte sanitaire. Et pour finir, je présenterai brièvement deux pistes de recherche, c'est l'aspect le plus inachevé de mon travail, avec quelques résultats empiriques illustratifs à partir des données disponibles. Alors, pour commencer, je reviens rapidement sur cette formule, la vaccination, fille aînée de la science et de l'État moderne, qui, je pense, résume assez bien la quantité de travaux qui ont porté sur l'histoire de la vaccination, notamment ceux d'Anne-Marie Moulin et de Bruno Latour, mais aussi beaucoup d'autres. La vaccination est souvent qualifiée de plus grande sauveuse de vie de l'histoire de la médecine. Elle est devenue un symbole de la science et des bienfaits que la science apporte à l'humanité, avec en France en particulier la figure héroïque de Pasteur. Un Pasteur qui a réussi à imposer une nouvelle conception de la médecine fondée sur le travail en laboratoire, une médecine scientifique et une médecine interventionniste. Mais surtout, Pasteur a réinventé l'organisation sociale moderne de la science en mobilisant à la fois l'État et des industriels, justement grâce à la vaccination. D'ailleurs, le succès de la vaccination est surtout celui des campagnes de vaccination, au moins au début. La vaccination est devenue très vite un instrument politique et en France, les premières campagnes ont étroitement participé à la construction de l'État moderne. Donc, la vaccination n'est pas seulement le symbole de la science, elle est aussi le symbole d'un État qui se fonde sur la science pour régenter le comportement de ses citoyens au nom de leur santé. Et sur ce point, Michel Foucault a bien montré que pour se construire, l'État moderne avait besoin de se doter d'une population qui agrège ses citoyens, sachant que cette population est à la fois la source de légitimité de l'État, son mode d'action, puisque cette population est la cible des politiques publiques, mais aussi un objet de connaissance dont il s'agit de comprendre le fonctionnement. Alors, activement promue par l'État, la vaccination est devenue plus qu'un acte médical. Dès la fin du XIXe siècle, en France, l'instituteur devient un auxiliaire de la vaccination. Il met son autorité morale au service de la croisade vaccinale. Il est du devoir des familles de vacciner leurs enfants, car un bon citoyen est un citoyen vacciné et instruit. De même, dès 1811, les conscrits étaient obligatoirement immunisés contre la variole. Ils entraient dans la caserne mineurs et non vaccinés et en ressortaient majeurs et vaccinés, expression qui désigne encore aujourd'hui une personne adulte et responsable. Le statut vaccinal apparaît ici comme un marqueur identitaire, un principe de classement des individus. C'est aussi ce qui s'est passé avec le pass sanitaire et le discours péjoratif sur les non-vaccinés en 2021-2022. Alors, si le statut vaccinal d'un individu peut susciter des jugements moraux à son égard, c'est aussi le cas de la décision vaccinale elle-même, puisque la vaccination est érigée en norme par un État adossé à la science. Alors nos choix vaccinaux disent quelque chose de nos rapports à ces institutions, et à ce titre, ces choix peuvent susciter des jugements de valeur et avoir des conséquences concrètes. Par exemple, si on se place dans le cadre d'une première consultation pour le suivi d'un nouveau-né,
Le médecin, comme les parents, jouent une partition attendue, soutenue par des attentes réciproques. L'enjeu est réel pour les parents, qui peuvent penser que le médecin s'occupera mieux de leur enfant s'ils font bonne impression en se conformant aux premières recommandations vaccinales, ce qui d'ailleurs est vérifié par des travaux menés auprès des médecins. Et les parents savent que s'ils manifestent des réticences, ils s'exposent à des jugements de valeur péjoratifs, mauvais parents, et le médecin risque même de rompre la relation thérapeutique. Mais les décisions vaccinales suscitent aussi des jugements de valeur au-delà de la relation thérapeutique et deviennent des marqueurs identitaires. En Australie, Katie Otwell et ses collègues ont par exemple montré que pour des parents engagés dans une communauté qui défend des pratiques éducatives alternatives et qui est critique à l'égard des vaccinations infantiles, le refus de ces vaccins est très valorisé et permet même d'acquérir du capital symbolique. Dans cette étude, certains parents d'ailleurs sont aussi engagés dans d'autres cercles sociaux où cette fois la vaccination est valorisée, de sorte que dans leur quotidien, suivant à qui ils parlent, ils ont intérêt à faire attention parce que dans certaines situations, ils ont plutôt intérêt à taire le statut vaccinal de leur enfant, alors que dans d'autres situations, ils ont plutôt intérêt à le mettre en avant. Julia Sobo a fait des observations très similaires en Californie, à peu près à la même époque, hein, donc aux années 2015. Elle souligne à quel point les décisions vaccinales des parents constituent des choix identitaires. Qu'ils refusent un vaccin pour leur enfant ou qu'ils l'acceptent, dans les deux cas, ces choix expriment d'abord leur volonté d'affirmer leur appartenance à un groupe et ils contribuent donc à renforcer leurs liens sociaux. C'est pourquoi Julia Sobo estime que le refus d'un vaccin commence souvent bien avant qu'il ne se concrétise en acte ou en parole et qu'il se poursuit bien après, et elle invite à s'intéresser aux pratiques relatives à la vaccination en amont et en aval des décisions vaccinales. Alors, parmi ces pratiques, Sobo cite les discussions entre amis, la recherche d'informations sur Internet, les réflexions solitaires sur la vaccination ou encore le fait d'amener son enfant se faire vacciner. Ces pratiques renvoient plus largement à nos rapports ordinaires à la vaccination, qui incluent des cognitions, des émotions, des expériences passées, des stratégies de conformisme, de distinction ou au contraire de dissimulation. Bien sûr, ces rapports peuvent être quasi inexistants, marqués par la distance et le désintérêt, ou au contraire très intenses, dans un sens ou dans l'autre. J'ajoute que pour beaucoup d'entre nous, ces rapports ordinaires sont d'abord des rapports aux vaccinations infantiles, en tant qu'enfant objet des recommandations, puis en tant que parent. Ce point est important pour éviter de covidifier la réflexion sur les enjeux vaccinaux. Alors, j'en viens maintenant sur les attentes à l'égard du sujet vaccinal. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure la dimension normative de la vaccination. Un vaccin n'est pas seulement un produit disponible. Le plus souvent, il est recommandé par des figures d'autorité. Mais la norme est double. Non seulement nous sommes censés accepter le vaccin, mais nous sommes aussi censés le faire avec la manière. Par exemple, dans le scénario d'une consultation néonatale que j'évoquais tout à l'heure, le bon parent, c'est celui qui accepte la recommandation vaccinale, mais seulement après avoir bien écouté, éventuellement posé des questions, sachant que le médecin lui-même joue une partition qui est balisée par des textes réglementaires censés lui permettre de renforcer l'autonomie du patient. Un bon médecin est donc censé protéger et promouvoir la capacité des patients à faire des choix éclairés, y compris pour leurs enfants. Et donc, réciproquement, le bon patient, c'est un patient attentif, éduqué, qui cherche de l'information par lui-même, qui participe activement à la consultation, qui pose des questions, bref, qui s'investit dans le processus de décision. Et d'ailleurs, dans les recherches qualitatives qui sont menées sur les décisions vaccinales des individus pour eux-mêmes ou des parents pour leurs enfants, très souvent, effectivement, les personnes interrogées sont très attachées à cette idée qu'ils ont un choix à faire, qu'ils ont une responsabilité, qu'ils doivent prendre une décision. Ils prennent ça très au sérieux, surtout lorsqu'il s'agit de leurs enfants. Et ça, d'ailleurs, qu'ils refusent ou qu'ils acceptent le vaccin au final. Alors, on peut se demander comment on est arrivé là, de cette façon. C'est la question que pose David Armstrong, un professeur de médecine et de sociologie, qui lui rappelle que le patient modèle décrit en 1951 par Talcott Parsons, c'est un patient docile, passif, qui ne doit pas être tenu pour responsable de son état de santé. Et donc, pour comprendre comment on en est arrivé là, David Armstrong retrace l'histoire à grands traits, l'histoire du Health Belief Model dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc, au début des années 50, le service de santé publique des États-Unis développe des actions de prévention, dont la vaccination contre la poliomyélite, en coordination avec les chercheurs de la section des sciences comportementales dirigée à l'époque par Geoffrey Hochbaum. Ces chercheurs sont en train de concevoir ce qui deviendra le Health Belief Model. Donc, dans ce modèle, vous avez un individu qui décide ou non d'adopter une recommandation pour prévenir une menace sur sa santé en fonction de 4 perceptions: comment il perçoit la sévérité de la menace, sa propre vulnérabilité à la menace, les bénéfices de la recommandation et enfin les coûts ou les risques, dans le cas d'un vaccin, de cette recommandation. Le problème, c'est que les performances empiriques du modèle initial à l'époque sont décevantes. De même, l'impact des campagnes de prévention n'est pas à la hauteur des attentes. Alors, pour Hochbaum, pour que le modèle et les campagnes de prévention fonctionnent,
il faut un nouveau patient. Un patient qui ne soit plus apathique, mais au contraire vigilant, réflexif et surtout réactif. Quelques années plus tard, les psychologues apporteront une réponse à ce diagnostic d'apathie en soulignant la nécessité de prendre en compte la self-efficacy, l'auto-efficacité des individus. Alors, le point important pour Armstrong, c'est que les travaux sur le HBM ont contribué à impulser des actions visant à fabriquer le patient idéal réclamé par Hochbaum, avec en particulier le développement de la promotion de la santé, qui se donne justement pour objectif de développer l'auto-efficacité au sein de la population. Pour Crawford, il devient de plus en plus difficile pour les patients de résister à cette injonction à devenir responsable, autonome et décisionnaire. Le nouveau patient qu'Hochbaum réclamait, un patient émancipé en quelque sorte, s'est progressivement matérialisé. Et donc, Crawford écrivait « Le HBM est moins un modèle théorique qu'une technologie qui promeut l'idée de mener des actions fondées sur la réaction des patients, leur réactivité, une machine capable de donner vie à la vision d'Hochbaum, vision dans laquelle tous les patients font preuve de réactivité face aux menaces qui se dissimulent dans la vie quotidienne. » Alors, cette analyse rejoint les travaux de Foucault, dans le sens où le contrôle du patient est transféré des médecins aux patients eux-mêmes, ce qui permet de les gouverner à distance et d'exercer un pouvoir continu à un coût dérisoire, hein, selon l'expression consacrée. La promotion de la santé, de ce point de vue, apparaît comme une technologie de gouvernement qui rend ce transfert possible en produisant des individus autonomes, justement capables de se surveiller eux-mêmes. Car être autonome, ce n'est pas être libre d'agir à sa guise, c'est être capable de fonder ses actions sur des principes auxquels on a choisi de se soumettre. Notre autonomie est donc toujours hypothéquée par les principes que nous avons fait nôtres. Et pour Foucault, c'est grâce à un travail de catégorisation et de normalisation des expériences, par exemple par le biais des discours experts, des campagnes de prévention ou encore du cadrage des consultations médicales, que ce qu'il appelle l'État néolibéral, je reviendrai sur cette expression, parvient à nous inculquer une discipline spirituelle, une forme d'ascèse censée guider nos comportements. Alors, dans la perspective de Foucault, les enfants sont aussi des cibles prioritaires de l'État moderne, mais pour gouverner à distance le corps des enfants, il a fallu enrôler les mères pour investir les foyers. Il y a l'exemple de l'hygiène dentaire qui est très intéressant, qui est développé par Sarah Nettleton pour le cas de la Grande-Bretagne au siècle dernier, où elle montre que les mères ont été mobilisées, responsabilisées pour devenir des instruments du pouvoir dentaire, afin qu'entre deux consultations, la scrutation des dents se prolonge au quotidien, en continu, dans les foyers. Alors bien sûr, les mères ont aussi été recrutées pour d'autres tâches éducatives, et aujourd'hui, ces tâches dessinent les contours de ce qu'on appelle parfois un maternage intensif, informé par les savoirs experts, un maternage chronophage, énergivore et coûteux, qui inclut les décisions relatives aux vaccinations infantiles. Alors, les recherches qualitatives et quantitatives menées sur les vaccinations infantiles illustrent, chacune de leur manière, l'implication des mères et le relatif désinvestissement des pères. Par exemple, il y a certaines enquêtes par entretien approfondi qui ciblent délibérément les mères seules, d'autres qui recrutent des parents via le système de soins ou à la sortie des écoles en précisant bien qu'on veut juste interroger un parent sur les questions de vaccination, et au final, on a en général une proportion de mères qui est dans l'ordre de 90%. Et de même, dans les enquêtes quantitatives, quand on veut recruter des parents pour avoir des informations sur les décisions vaccinales, on aboutit généralement à des échantillons qui comprennent environ 90% de mères. Alors, en bref, dans beaucoup de contextes culturels, et donc en particulier le nôtre, les vaccinations infantiles mobilisent surtout les mères, sachant qu'elles sont déjà par ailleurs très sollicitées. Et si ces vaccinations jouent un rôle important dans le rapport ordinaire à la vaccination, comme je le supposais tout à l'heure, alors ça veut dire que ces rapports sont sans doute fortement genrés. Alors bien sûr, il faut relativiser ce que je disais sur l'emprise de l'État néolibéral sur nos vies. Bon, déjà, Foucault lui-même souligne que les mécanismes de pouvoir qu'il décrit ne sont pas toujours gagnants, hein, et qu'ils suscitent forcément de l'inertie et des résistances. Et d'autre part, derrière ce qu'il appelle l'État néolibéral, on trouve en fait un enchevêtrement d'institutions, d'administrations, d'organismes dont les intérêts, les agendas et les objectifs ne coïncident pas forcément. D'ailleurs, dans le cas de la vaccination, tous les patients ne sont pas activement impliqués dans les décisions vaccinales qui les concernent et certains refusent des vaccins. Et sur ce point, justement, il y a un paradoxe du bon patient, c'est que justement, les patients les mieux informés, les plus attentifs, ceux qui posent le plus de questions, donc les plus conformes à la norme du bon patient, ce sont souvent ceux qui refusent des vaccins. Et c'est également vrai pour les mères dans le cas des vaccinations infantiles. Ce paradoxe se retrouve dans le double sens de la notion de healthism, qu'on peut traduire parfois en français par santéisme, même si ce n'est pas très joli. C'est une notion qui désigne à la fois l'alliance de la culture du risque et du culte de la santé, qui se traduit par une injonction à prendre sa santé en main et donc à devenir responsable de son capital santé. Mais ça désigne aussi, cette expression dans certains travaux, une réponse déviante à cette injonction, en l'occurrence l'attitude de personnes qui prennent cette injonction très au sérieux,
mais qui n'ont pas confiance dans la médecine allopathique et ses représentants, et qui adhèrent à des conceptions du corps et de la santé alternatives, qui se détournent donc de certains vaccins. C'est ce qu'on appelle en sociologie un cas de déviance innovatrice, et on le rencontrerait surtout parmi les classes moyennes et supérieures les plus éduquées. C'est par exemple un résultat que souligne Jennifer Reich aux États-Unis en 2016. Les enfants les moins vaccinés ont des parents plus aisés et plus éduqués que la moyenne, mais qui ne se fient pas à la sécurité des vaccins. Alors, je voudrais résumer cette première partie en 2 points. D'abord, nos rapports à la vaccination ne se cantonnent pas à des enjeux strictement sanitaires, ni à ce qui se passe lors d'une consultation de vaccination. Ils existent en amont, en aval, ils ont à voir avec notre identité sociale, ils incluent des comportements, des interactions, des cognitions ou encore des émotions, et ils constituent ce que j'ai appelé nos rapports ordinaires à la vaccination. Ensuite, la santé publique dispose d'un modèle de décision vaccinale qui est à la fois un modèle normatif, puisqu'il décrit la population telle qu'elle devrait être ou agir, c'est-à-dire une somme d'individus rationnels et autonomes soucieux de leur santé qui évaluent des risques, des coûts et des bénéfices et décident en conséquence. Ensuite, un modèle scientifique, puisque dans les limites méthodologiques de son périmètre normatif, d'une part, il produit des connaissances sur la population réelle en termes d'écart à ce qu'elle devrait être ou faire, et d'autre part, il peut s'ajuster pour intégrer cet écart. Par exemple, les gens ne sont pas assez actifs, il y a un problème d'apathie, et donc on va introduire la self-efficacy dans le modèle. Et c'est un modèle qui devient performatif dans la mesure où la santé publique entreprend des actions concrètes qui peuvent viser à réduire cet écart, par exemple accroître la self-efficacy en population. Mais à mon sens, il y a une tension entre ces 2 points, dans la mesure où le modèle de décision vaccinale n'intègre pas forcément bien la question des rapports ordinaires à la vaccination. Je vous laisse souffler un instant. J'en viens à l'hésitation vaccinale. Alors, j'ai évoqué le paradoxe du bon patient, dont le seul défaut, finalement, c'est son manque de confiance à l'égard des autorités et des informations qu'elles diffusent. Justement, entre la fin des années 90 et la décennie suivante, beaucoup d'experts de santé publique vont s'inquiéter d'une crise de confiance inédite des populations à l'égard des vaccins. Vous avez ici la liste des indices les plus souvent cités pour la France, mais pas que, sachant que ce constat d'une crise de confiance globale, il peut être discuté et nuancé. Mais le point important ici que je retiens, c'est que c'est bien ce diagnostic d'une crise de confiance qui a fait consensus pour les experts et les autorités sanitaires. Alors, il y a cet article célèbre paru en 2016 qui permet de visualiser cette crise de confiance repérée par la proportion de personnes qui pensent que les vaccins ne sont pas sûrs. Une enquête faite dans 67 pays, dont la France. Plus l'orange est foncé, plus forte est la défiance. Et vous voyez que le pays de Pasteur est ici l'épicentre de la défiance vaccinale. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'en 2016-2017, la France a mis en place une concertation citoyenne consacrée à la vaccination. Et la lettre de mission de la ministre adressée au professeur Fischer était très claire. L'enjeu majeur, c'est de rétablir la confiance dans la vaccination. Alors, pour rendre compte des difficultés que rencontrent les politiques vaccinales, les experts mobilisés par l'OMS proposent la notion d'hésitation vaccinale. Alors, elle tient principalement en 3 phrases que je vais vous traduire. L'hésitation vaccinale, c'est le fait de retarder ou de refuser une vaccination malgré sa disponibilité. C'est un phénomène complexe, dépendant du contexte, qui varie dans le temps, l'espace et selon les vaccins. Cette hésitation vaccinale est influencée par des facteurs tels que la complaisance, la commodité et la confiance. Donc, entre ceux qui acceptent tous les vaccins et ceux qui les rejettent systématiquement, il y aurait une place, il y aura un continuum avec au milieu des personnes qui acceptent certains vaccins, mais en retardent ou en refusent d'autres. La complaisance, alors c'est une très mauvaise traduction, la commodité et la confiance constituent le modèle des 3C, sachant que ces 3 catégories de facteurs, comme elles peuvent se chevaucher, elles sont souvent représentées par 3 cercles séquents. Et dans des publications ultérieures, les 3C vont être étendus au 5C, puis au 7C. Alors, je fais juste un aparté sur l'un des C ajoutés, c'est la calculation. Ça renvoie à l'idée au fait que certains individus seraient particulièrement enclins à rechercher de l'information pour mieux évaluer et comparer les risques et les bénéfices d'une vaccination, mais que cette recherche les conduirait à collecter davantage d'informations défavorables à la vaccination, en particulier sur Internet, de sorte que ces calculateurs, entre guillemets, seraient au final plus enclins à nourrir des doutes sur la vaccination. Et donc, en fait, on retrouve ici le paradoxe du bon patient que j'ai évoqué tout à l'heure et présenté comme un déviant innovateur. Alors, au-delà de ces 3, 5 ou 7C, on a, avec l'article qui présente l'hésitation vaccinale, on a une matrice des déterminants qui est également proposée, donc sous forme de tableau. Là, par contre, comme l'écran est plus petit pour vous, je ne sais pas dans quelle mesure ça va
être visible pour vous. Je sais que Pierre souvent râle quand je projette des trucs trop petits. De toute façon, je reviendrai sur cette matrice tout à l'heure, sachant qu'on a aussi une version graphique plus grosse, là, donc, qui va permettre un petit peu de résumer tout le type de déterminants de l'hésitation vaccinale qu'envisage le modèle. Alors, pour revenir donc sur ce modèle et le commenter, d'abord, l'hésitation vaccinale, c'est une ouverture très large aux sciences humaines et sociales. La notion d'hésitation vaccinale, elle bouleverse la compréhension qu'on peut avoir des comportements vaccinaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de pointer du doigt une minorité de radicaux qui rejetteraient tous les vaccins, hein, les fameux anti-vax. Hein. On peut au contraire envisager des profils plus nuancés, intermédiaires, avec des réticences spécifiques à tel ou tel vaccin, qui peuvent donc concerner beaucoup plus de monde, y compris des gens aisés et éduqués, mais aussi des soignants, on y reviendra. Bref, des gens susceptibles d'avoir de bonnes raisons, dans un sens sociologique, de douter d'un vaccin. Et donc, avec la notion d'hésitation vaccinale, les gens qui ne se vaccinent pas ou pas tout de suite deviennent tout de suite beaucoup plus intéressants pour les sociologues, comme pour d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors, de même, les 3C invitent à nous décentrer du regard médical. Alors, d'abord, la confiance, hein, en l'occurrence, la confiance dans les vaccins, dans le système de santé et les autorités sanitaires, sachant que la santé publique a longtemps eu tendance à considérer que cette confiance de la population allait de soi. Ensuite, la complaisance, donc le terme qui n'est pas très bien traduit, qui souligne en fait surtout le fait que nous pouvons avoir d'autres priorités dans la vie que notre santé. Donc ça peut être par exemple le fait de considérer que la maladie est trop rare ou pas assez grave pour se faire vacciner, ou simplement lorsqu'on a un vaccin, un rappel à faire, se dire que finalement on a mieux à faire qu'aller se faire vacciner, qu'on a donc d'autres priorités au quotidien que la vaccination. Et enfin, le troisième C, là, qui aussi permet de nous décentrer du regard médical, c'est la commodité. C'est une façon de dire qu'il ne suffit pas qu'un vaccin soit disponible pour qu'il soit effectivement accessible à tous, hein, qu'il peut rester des obstacles qui reproduisent notamment des inégalités de santé. D'où, en particulier, on l'a vu pendant la campagne de vaccination contre la Covid-19, la nécessité de stratégies du type aller vers. Alors, plus généralement, la matrice des déterminants de l'hésitation vaccinale illustre la diversité des approches de sciences humaines et sociales possibles, avec l'accent mis sur les contextes historiques, politiques et culturels. Donc là, si je reprends mon tableau, j'ai souligné quelques déterminants. On peut, par exemple, étudier les comportements vaccinaux par le biais des médias ou en s'intéressant d'abord au mouvement anti-vaccin, en s'intéressant aux aspects religieux, culturels, genrés, socio-économiques ou encore géographiques, avec une perspective d'économie comportementale, ou alors en s'intéressant à des facteurs liés à l'offre vaccinale. Vous voyez, presque tout est possible. Alors, surtout, l'autre point important, si vous le voyez là, donc on reprend le graphique de tout à l'heure et donc j'ai entouré en rouge ce qui m'intéressait davantage ici, c'est que bien sûr, dans le cadre de la décision vaccinale, il y a une interaction avec les professionnels de santé. Seulement, le problème, c'est que les professionnels de santé, eux aussi, peuvent être hésitants. Et jusqu'ici, c'était quand même une thématique de recherche très peu explorée et elle est bien sûr cruciale pour la santé publique et passionnante pour les sociologues. Alors, l'hésitation vaccinale offre beaucoup d'opportunités aux sciences humaines et sociales, mais elle reste aussi, à mon sens, une riposte sanitaire. Alors, je ne suis pas sûr que cette expression soit heureuse, peut-être qu'en en discutant, on trouvera mieux, mais je voudrais établir un parallèle d'abord avec l'analyse de Crawford. C'est-à-dire que Hochbaum et ses collègues constatent l'échec des campagnes de prévention et de leur modèle, hein, c'est le symptôme. Sans remettre en cause la structure de le modèle, ils attribuent cet échec à un défaut des individus, en l'occurrence, on avait vu un excès d'apathie, hein, c'est le diagnostic, et donc ils vont introduire le remède, ou plutôt la solution, en l'occurrence la self-efficacy, qui est à la fois la variable qu'ils doivent introduire dans leur modèle pour le corriger, tout en devenant un objectif pour les politiques de santé publique. Et finalement, 50 ans plus tard, le diagnostic, cette fois-ci, c'est que les gens ont un déficit de confiance, et donc la solution, c'est de s'intéresser à l'hésitation vaccinale qu'il faut prendre en compte dans le modèle, et qui devient ensuite un objectif pour la santé publique, sachant que là, en l'occurrence, il faut éradiquer l'hésitation vaccinale. Donc, il s'agit aussi de mettre en place des actions qui visent à éliminer ce problème. Alors, en soi, ce type de démarche, ce n'est pas un problème, c'est même tout à fait louable et je pense que c'est la mission de la santé publique. Mais après, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit toujours compatible avec l'ouverture aux sciences humaines et sociales. Alors déjà, dans le vocabulaire employé, il y a comme toute une partie de la littérature relevant de l'hésitation vaccinale qui désigne celle-ci comme une menace. Hein. D'ailleurs, c'était le cas avec le top 10. Hein. C'est pas les questions les plus intéressantes à se poser, ce sont les 10 plus grandes menaces. Hein. Donc là, en l'occurrence, l'hésitation vaccinale, c'est une menace qu'il faut éradiquer, qu'il faut éliminer. Dans la représentation graphique à gauche, l'hésitation vaccinale est représentée sous la forme d'une mauvaise herbe. Hein, donc, il faut l'arracher. Et d'ailleurs, les facteurs envisagés renvoient principalement à des déficiences individuelles, hein,
Si vous arrivez à lire, vous avez des biais de perception et globalement des problèmes liés aux imperfections de la nature humaine. Et de même, si vous regardez à droite, vous voyez que le fameux continuum de l'OMS qui a tendance, donc qui oppose ceux qui refusent toujours les vaccins à ceux qui les acceptent toujours, finalement, il est souvent représenté sous la forme d'une seringue. L'objectif étant de pousser sur le piston jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné. Alors ensuite, et c'est une critique qui est faite par des sociologues, par des anthropologues et par des experts membres du groupe de travail de l'OMS, les travaux sur l'hésitation vaccinale ont tendance à s'arrêter à la première phrase de la définition de l'OMS et donc à ne pas prendre en compte les éléments de contexte qui n'arrivent qu'en deuxième phrase. Et ces travaux ont aussi tendance à se focaliser sur un seul C pour réduire l'hésitation vaccinale à un déficit de confiance, en délaissant les autres C du modèle, et en particulier la commodité, c'est-à-dire la question de l'accessibilité réelle au vaccin. Et il arrive aussi assez souvent que l'hésitation vaccinale soit confondue avec le manque de confiance, dont elle devient alors un simple synonyme. Dans le contexte de la campagne de vaccination contre la Covid-19, pour les mêmes auteurs, réduire l'hésitation vaccinale à la défiance, ça permet aussi aux autorités de blâmer la population en exonérant leur propre politique. Sur ce point, on remarquera d'ailleurs que cette confusion, cette réduction entre hésitation vaccinale et confiance et manque de confiance, c'était déjà un sujet de préoccupation pour les experts au moment de la genèse de l'hésitation vaccinale. Ici, j'ai reproduit un extrait de l'article Princeps qui définit l'hésitation vaccinale. Et vous voyez qu'au moment de choisir quel terme utiliser, les experts hésitaient déjà entre hésitation et confiance, mais ont choisi hésitation pour ne pas réduire le problème à une question de confiance. Et vous voyez aussi qu'il y avait une question de connotation positive ou négative, donc ça illustre également la dimension politique des débats, puisqu'il s'agit aussi de prendre en compte donc, le fait qu'on utilise des termes si possible avec une connotation positive, et donc pas simplement de trouver le mot juste. Enfin, l'hésitation vaccinale qui reste ancrée dans le modèle de décision standard, elle est centrée sur le comportement, sur la prise de décision d'un individu. C'est ce que je vous montre ici en faisant un focus, cette fois-ci sur le graphique plus large que vous avez montré. On a toujours bien au centre cette idée d'un processus de décision individuelle. Et à ce titre, ces travaux qui se réclament de l'hésitation vaccinale s'exposent aussi aux critiques classiques qu'on a pu faire aux Science and Technology Studies ou aux Risk Studies. Ces deux expressions renvoient à un paradigme de recherche qui s'est beaucoup développé dans les années 80 et qui s'est intéressé aux perceptions des enjeux scientifiques et d'une grande variété de risques, le plus souvent par le biais d'enquêtes quantitatives en population générale. Ces études ont l'inconvénient de réifier les risques étudiés en occultant en amont comment ces risques ont été identifiés, sélectionnés, hiérarchisés et enfin portés à l'attention du public. Et ces études ont aussi une fâcheuse tendance à se focaliser sur les écarts de perception entre le public et les experts. L'ouverture aux sciences humaines et sociales est donc ici incomplète, car elle n'inclut pas, par exemple, les recherches centrées sur d'autres acteurs, comme les laboratoires pharmaceutiques ou les administrations qui sont impliquées dans les politiques vaccinales. Alors enfin, à la fois ouverture aux sciences humaines et sociales et riposte sanitaire, l'hésitation vaccinale reste au final une notion très ambiguë. D'ailleurs, dans un article de 2015, nous avions écrit que c'était plus une catégorie fourre-tout qu'un vrai concept. D'abord, il me semble que c'est une notion qui est trop inclusive et du coup peu innovante. Alors, je m'explique. Trop inclusive parce que cette matrice des déterminants de l'hésitation vaccinale, en fait, c'est plus un open bar qu'un cahier des charges. C'est-à-dire que pour s'inscrire dans le champ des recherches sur l'hésitation vaccinale, il suffit d'étudier certains de ces déterminants au choix ou même un seul. Il n'y a pas une liste de déterminants clés que toute recherche se réclamant de l'hésitation vaccinale devrait inclure. Et pour le coup, il est facile de recycler sous le label de l'hésitation vaccinale des travaux très hétérogènes, s'inscrivant en fait dans des cadres conceptuels antérieurs à la notion même d'hésitation vaccinale. Et c'est en ce sens que je trouve que les travaux qui se réclament de l'hésitation vaccinale sont souvent peu innovants, excepté encore une fois ceux qui s'intéressent aux réticences des soignants. Alors, le cas des antivax aussi illustre les ambiguïtés de ces travaux, puisqu'il y a une partie d'entre eux qui considèrent que l'opposition radicale à la vaccination fait partie de l'hésitation vaccinale, alors que pour d'autres, ce sont deux choses vraiment très différentes et qu'il est crucial de ne pas confondre hésitation vaccinale et anti-vaccination. Alors, il est donc pour eux crucial de distinguer ces deux phénomènes. Je dis phénomène parce que, en fait, finalement, on ne sait pas forcément quelle est la nature de l'hésitation vaccinale. C'est aussi une question qu'on se pose au bout de presque 10 ans. Initialement, l'hésitation vaccinale s'était définie comme un comportement. C'est le fait de retarder ou de refuser certains vaccins. Cela étant, l'hésitation vaccinale a aussi été abordée comme un processus de décision. C'était le point de vue que nous défendions avec Pierre Jérémy et Heidi Larson dans un article de 2015.
sachant que d'autres travaux redéfinissent l'hésitation vaccinale comme une attitude ou encore comme une inquiétude. Alors, au final, il y a une revue de littérature qui est parue en 2022 qui s'appuie sur plus de 400 articles et qui conclut qu'en fait, l'hésitation vaccinale devrait être redéfinie ni comme un comportement, ni comme un processus de décision, ni comme une attitude, mais comme un état psychologique, en l'occurrence, un état d'indécision. Alors, ces ambiguïtés sont aussi illustrées par le fameux continuum de l'hésitation vaccinale. Et là encore, l'ambiguïté se retrouve déjà dans l'article Princeps sur lequel je m'appuie. C'est-à-dire qu'initialement, vous avez donc l'hésitation vaccinale qui est un comportement, ou plutôt une somme de comportements, hein, c'est le graphique initial en haut. Sur le continuum en haut, celles et ceux qui acceptent tous les vaccins sont d'un côté, celles et ceux qui les refusent tous sont à l'opposé. Et l'hésitation vaccinale, ça correspond à la situation intermédiaire des personnes qui ont accepté certains vaccins, mais pas tous. Mais dans ce modèle initial, il y a aussi un élément supplémentaire, hein, puisque sont distingués en grisé les cas des personnes qui acceptent ou qui refusent tous les vaccins, mais en ayant malgré tout des doutes. Alors, le problème, c'est que cette question des doutes est aussi mentionnée dans le texte, mais il n'est pas repris dans les 3 phrases clés qui définissent l'hésitation vaccinale, sachant que j'ai déjà évoqué le fait que beaucoup d'études se réclamant de l'hésitation vaccinale s'arrêtent à la première phrase. Donc, autant dire que si on n'est pas quelque chose dans les 3 premières, il n'y a aucune chance, ou très peu, que ça soit repris. En bas à gauche, vous avez une version ultérieure, d'ailleurs, où le doute a disparu. Hein, et donc, pour le coup, la place sur le continuum est donc bien la conséquence d'une succession de comportements vaccinaux. Et inversement, à droite, si vous considérez l'hésitation vaccinale comme un processus de décision ou comme une attitude, alors ce continuum a aussi du sens pour un seul vaccin, comme donc en bas à droite, puisque vous pouvez plus ou moins hésiter à l'égard d'un vaccin en particulier. Alors, que retenir de l'hésitation vaccinale? Je voudrais proposer brièvement et illustrer 2 pistes de recherche complémentaires. Donc, c'est l'aspect le plus inachevé de ce travail. D'abord, je voudrais continuer à étudier les choix vaccinaux comme des situations dans lesquelles l'individu doit lever un doute, sachant que dans certains cas, le doute persiste même longtemps après la décision, et que dans d'autres cas, en fait, ce doute est dissipé instantanément parce que le sujet vaccinal adhère à une norme presque sans y penser. D'autre part, s'intéresser aussi à tout le reste, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les rapports ordinaires à la vaccination, rapports qui sont par définition contextualisés. Dans ce cadre, chaque nouvelle décision vaccinale nourrit ces rapports ordinaires et on peut supposer que, réciproquement, ces rapports ordinaires influencent chaque décision vaccinale. Alors, pour le coup, je ne reviendrai pas sur les recherches de sciences humaines et sociales qui se trouvent en dehors du cadre de législation vaccinale et que j'évoquais tout à l'heure, même si Jérémy, Pierre et moi sommes tous les 3 convaincus de leur importance. Alors d'abord, pour étudier les choix vaccinaux, je propose de revenir sur le doute. La question du doute, elle était déjà présente dans l'article qui définit l'hésitation vaccinale, hein, comme je l'ai évoqué, mais elle n'était pas placée au cœur du modèle. Et c'est intéressant de voir que finalement, après 10 ans de travaux sur le sujet, la nouvelle définition revient sur le doute. En l'occurrence, un état d'indécision. Il se trouve aussi que dans les études qualitatives consacrées aux décisions vaccinales, en particulier que les mères prennent pour leurs enfants, le doute est souvent mentionné par les mères qui ont accepté un vaccin, peut-être encore plus souvent par celles qui en ont refusé un, et c'est un doute qui peut persister dans le temps. C'est-à-dire qu'on a à plusieurs reprises, on a pu observer par exemple, des mères qui, plusieurs années après, elles se souvenaient qu'elles avaient beaucoup douté pour un vaccin. Parfois d'ailleurs, elles doutaient encore, mais par contre, elles ne se rappelaient pas forcément quelle décision elles avaient prise. Et par ailleurs, il se trouve que dans le cas particulier, certes, de la vaccination contre la Covid-19, dans l'enquête ICOVAC qu'on a réalisée à l'été 2023, près de la moitié des Français adultes vaccinés en 2021 ou 2022 contre la Covid-19 déclaraient qu'au moment de l'enquête, ils avaient encore des doutes sur le vaccin reçu. Alors, pour étudier le doute vaccinal, je vous propose de reprendre le cadre conceptuel proposé par le sociologue Guido Mollering dans son ouvrage de synthèse sur les approches théoriques de la confiance. En général, la confiance est définie comme la croyance en la compétence et en la bienveillance des personnes dont notre bien-être dépend, mais dont nous ne pouvons pas contrôler les actes pour un certain nombre de raisons. Mais les théories de la confiance, que reprend Mollering, ont l'intérêt de reprendre le problème en fait en amont, de sorte que la question du doute devient centrale. C'est-à-dire que finalement, la question qui se pose, c'est dans une situation où un acteur sollicite un autre pour avoir sa confiance, pourquoi, comment et jusqu'à quel point l'acteur sollicité va lever ses doutes quant à la compétence et la bienveillance de celui qu'il sollicite, et comment le sollicitant peut-il contribuer à lever le doute. Alors, pour revenir à l'hésitation vaccinale, j'ai évoqué aussi la confusion fréquente qu'il y avait entre hésitation vaccinale et déficit de confiance. Alors, il ne s'agit pas ici de nourrir cette confusion,
mais plutôt de se focaliser sur la part de l'incitation vaccinale qui relève de la confiance. D'ailleurs, le cadre que je propose se centre sur l'interaction entre un sujet vaccinal et un soignant prescripteur, donc je mets volontairement de côté la question de l'accès au système de soins, mais pas parce que je considère que ce n'est pas important. D'ailleurs, dans les travaux quantitatifs sur les stations vaccinales, les indicateurs de confiance sont généralement très corrélés aux choix vaccinaux. Et plus le sujet de la confiance est proche du médecin prescripteur, plus c'est le cas. Par exemple, dans cette étude quantitative, toutes choses égales par ailleurs, les parents qui font confiance dans les recommandations vaccinales de leur pédiatre ont 36 fois plus de chances d'accepter le vaccin qu'ils recommandent. Donc c'est un lien statistique qui est tellement fort qu'on peut se demander si la relation mesurée n'est pas un peu tautologique. Alors, je vais rester à un niveau très général, mais la question de la confiance est généralement abordée de la façon suivante. J'ai juste resté à ce niveau-là pour souligner quelques points forts qui me semblent intéressants dans cette démarche. D'abord, elle met en général, enfin, elle met pardon, toujours en scène deux acteurs. Celui qui doit décider s'il accorde ou non sa confiance dans des situations données, le trustor, ici le sujet vaccinal, et celui qui sollicite sa confiance, le trustee, ici le soignant prescripteur. Alors, d'ordinaire, les autorités jouent le rôle de garant. Elles confèrent un statut au soignant prescripteur, ce qui peut nous inciter à accorder notre confiance. Alors, le premier point important ici, c'est qu'il s'agit bien toujours d'une interaction. Il ne s'agit pas de savoir si les gens sont plus ou moins confiants, s'ils se fient à la science ou à un vaccin. Il s'agit de savoir s'ils se fient ou non à un prescripteur pour une recommandation particulière. Ensuite, dans certaines situations, en particulier dans un contexte pandémique, la prescription peut émaner des autorités plus que du soignant, de sorte que le soignant joue alors plutôt le rôle d'un médiateur de confiance entre les autorités et le trustor, le sujet vaccinal, sachant que ça pose aussi la question de la relation entre le soignant et les autorités. Autrement dit, la question de la confiance ne se posera pas de la même façon suivant que le sujet vaccinal estime que la prescription émane d'un soignant ou des autorités. Et dans les deux cas, il y a une dimension dynamique qui est importante, avec des choix vaccinaux successifs, de sorte que les acteurs impliqués apprennent à mieux se connaître, forment des attentes réciproques et induisent des effets de réputation. Alors, enfin, mais je n'ai pas le temps d'illustrer, c'est un cadre très souple qui peut être utilisé depuis différentes perspectives disciplinaires, de l'économie de la décision à l'ethnométhodologie, en passant par la sociologie et des perspectives qui peuvent éclairer différentes facettes des choix vaccinaux, qui peuvent, selon les individus, selon les contextes, relever, dans certains cas, d'une décision rationnelle fondée sur la recherche d'informations, ou d'une adhésion conformiste presque sans y penser à une routine, ou encore d'un acte de foi relevant d'une confiance plus ou moins réticente. Alors, pour avoir une idée sommaire des décisions vaccinales que prennent les Français, des doutes que peuvent susciter les vaccinations, ou encore de la part de routine dans les comportements vaccinaux, je vais présenter quelques résultats de la dernière vague de l'enquête Coconel. Alors, bien sûr, je précise qu'une enquête par questionnaire, ce n'est certainement pas la seule façon ni la meilleure d'étudier les doutes vaccinaux. Mais en l'occurrence, là, je m'appuie sur les données disponibles. Donc, dans Coconel, en l'occurrence, c'est la dernière vague qu'on avait faite un mois après la fin du premier confinement, on avait plusieurs questions qui visaient à mesurer les hésitations vaccinales passées, et on reprenait la définition de l'OMS, mais sans oublier la dimension du doute. Et donc, on demandait aux participants s'ils avaient déjà refusé pour eux-mêmes un vaccin recommandé par leur médecin, parce qu'ils le jugeaient dangereux ou inutile, s'il leur était déjà arrivé de retarder un tel vaccin parce qu'ils hésitaient, et enfin, s'ils avaient déjà accepté un tel vaccin, tout en ayant des doutes à son sujet. Et pour les parents, les mêmes questions étaient ensuite déclinées pour leurs enfants. Alors, les réponses pour soi-même et pour ses enfants sont corrélées et elles ont été cumulées. Et de même, les trois registres sont également corrélés. Au final, on a 28% des Français adultes qui disent avoir déjà accepté un vaccin malgré leurs doutes pour eux-mêmes ou pour un enfant, 23% qui l'ont déjà retardé un pour eux-mêmes ou pour un enfant parce qu'ils hésitaient, et 24% qui ont déjà refusé un vaccin pour eux-mêmes ou pour un enfant. Alors, voici le diagramme de Venn qui croise ces trois cumuls. Donc, qui répartit la population par pourcentage suivant que euh, les personnes interrogées ont déclaré ou non un de ces trois comportements agrégés. Et donc, euh, alors bien sûr, il manque des informations cruciales. On ne sait pas combien de décisions vaccinales les participants ont eu à prendre. On ne sait pas combien de fois ils ont refusé, retardé ou douté. Et surtout, on ne sait pas pour quel vaccin. Est-ce que c'est un vaccin du calendrier vaccinal? Est-ce que c'est un vaccin recommandé dans le cadre d'un voyage à l'étranger? Ou est-ce que c'est le vaccin contre la grippe H1N1 en 2009-2010? Ou encore, on ne sait pas s'ils ont accepté un vaccin. Alors, dans le cas où ils ont accepté un vaccin malgré un doute, on ne sait pas non plus combien de temps ce doute a persisté. Alors, je vais me contenter de commenter trois pourcentages.
51%, en haut, c'est la moitié des Français qui donc disent n'avoir jamais refusé, retardé, ni même douté d'un vaccin recommandé par leur médecin. Alors, ça ne signifie pas forcément qu'ils ont aveuglément suivi les recommandations, sans jamais se poser aucune question, d'autant que certains ont pu avoir très peu de choix vaccinaux à faire, mais ça suggère tout de même que beaucoup de vaccinations relèvent encore d'une routine qui va de soi. Ensuite, 15%, hein, si un Français sur trois a déjà douté de l'efficacité ou de la sûreté d'un vaccin, la moitié d'entre eux, donc 15%, n'a pourtant jamais retardé ni refusé un vaccin. Et c'est un cas de figure qui évoque le choix vaccinal comme un acte de foi ou l'expression d'une confiance réticente. Enfin, 6%, c'est la proportion qui a déjà refusé un vaccin sans avoir déjà retardé une vaccination, ni l'avoir accepté malgré des doutes. Alors, en l'occurrence, ce 6%, c'est peut-être pas le plus intéressant, c'est peut-être plutôt le complémentaire qui est intéressant. C'est-à-dire si on ajoute le 9, le 8 et le 3, puisque ces enquêtés-là, donc ces 6% ne refusent pas forcément tous les vaccins, mais en tout cas, leur réponse suggère que lorsqu'ils doutent, ils refusent, hein. Mais à contrario, ces 6% ne représentent qu'un quart de celles et ceux qui ont déjà refusé un vaccin. Et donc, 3 fois sur 4, les participants qui ont déjà refusé un vaccin ont aussi retardé un vaccin ou l'ont accepté malgré des doutes. Et donc, il est rare que le refus soit la réaction exclusive. Alors, j'en viens enfin au rapport ordinaire à la vaccination. Alors, je les ai en quelque sorte définis en creux des décisions vaccinales, dans la mesure où ils se déploient dans d'autres espaces, selon d'autres temporalités pardon, et d'autres modalités. Mais bien sûr, étudier les rapports ordinaires à la vaccination, on le fait aussi parce qu'on espère que ça va nous permettre de comprendre comment ces rapports influencent les décisions vaccinales, tout en s'en nourrissant, et y compris dans un contexte extraordinaire comme celui d'un contexte pandémique. Alors, je vous ai juste mis un tableau juste pour souligner le fait qu'on peut éventuellement réfléchir aux différentes manières d'arrimer les rapports ordinaires à la vaccination aux décisions vaccinales. Alors, la première case du tableau, ça correspond au cas standard où on ajoute ces rapports au modèle, hein. Donc, on a un modèle de décision type HBM, et donc on va rajouter des facteurs indépendants mais concurrents de l'évaluation bénéfice-risque. Alors, c'est le cas dans beaucoup de travaux quantitatifs. Par exemple, dès les années 70, on trouve des papiers où, juxtaposés aux quatre perceptions du HBM, on a par exemple le fait d'avoir parlé de vaccination avec ses amis, le fait d'avoir exposé à des informations dans les médias, ou encore les propres expériences des enquêtés relativement à des vaccinations antérieures. Et donc, voilà, ça correspond donc à une façon typique, voilà, d'ajouter les rapports ordinaires dans le modèle, sachant qu'il y a, alors je ne vais pas commenter toutes les cases, mais il y a d'autres possibilités, hein. Par exemple, dans la case 4, les rapports ordinaires peuvent être intégrés à l'évaluation dans une approche économiste, par exemple, où on va considérer que la fonction d'utilité de l'agent comprendrait à la fois des arguments sanitaires et non sanitaires. Dans la case 2, on peut supposer que les rapports ordinaires à la vaccination vont moduler la relation entre l'évaluation bénéfice-risque et la décision. Par exemple, les recherches antérieures suggèrent que cette relation entre évaluation et décision est plus forte pour les personnes qui refusent un vaccin. Autrement dit, le refus vaccinal s'appuie presque nécessairement sur une évaluation bénéfice-risque défavorable, alors que l'acceptation ne s'appuie pas forcément sur une évaluation favorable. Ce qui a du sens d'un point de vue de sociologie de la déviance, dans le sens où ceux qui transgressent une norme sont plus enclins à justifier leur choix que ceux qui les suivent. Et enfin, dans la case 5, en gardant en mémoire les travaux de Katie Atwell et Julia Sobo et leurs collègues, on peut très bien imaginer que dans certains cas, l'acceptation ou le refus d'un vaccin est avant tout un acte identitaire, justifié ex post par une évaluation coût-bénéfice cohérente, ou plus simplement que pour des parents qui adhèrent à des conceptions du corps et de la santé critiques à l'égard de la médecine allopathique et des vaccinations infantiles recommandées, l'évaluation négative et le refus forment un même bloc sans qu'il y ait véritablement de séquence évaluation-décision. Alors, pour clore cette présentation, je voudrais prendre un cas concret et apporter des éléments de réponse aux questions suivantes. D'abord, quelques semaines après la fin du premier confinement, comment décrire les attitudes des Français à l'égard de la vaccination ordinaire? Et ensuite, ces attitudes sont-elles corrélées aux intentions vaccinales à l'égard du vaccin à venir contre la Covid-19, sachant qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il était annoncé au mieux pour fin 2021. Alors ici aussi, je précise que, bien sûr, les enquêtes par questionnaire ne sont pas le seul moyen, ni le meilleur, pour étudier les rapports ordinaires à la vaccination. Sachant que dans la dernière vague de l'enquête Coconel, on n'avait pas beaucoup de questions relatives au rapport ordinaire à la vaccination, mais on avait, grâce à Jérémy, beaucoup de questions sur les opinions relatives à la vaccination ordinaire. Alors, je les ai regroupées ici en 4 dimensions. D'abord, sur des critères à la fois logiques et de corrélation statistique. D'abord, des opinions générales qui illustrent la défense de la vaccination, hein. C'est-à-dire considérer que… pardon, bon.
la défense de la vaccination, je vais détailler après, la confiance accordée au ministère de la Santé. La troisième dimension, donc, c'est la critique du calendrier vaccinal, donc, qui cible les vaccinations infantiles. Et la quatrième dimension, ce sont les attitudes à l'égard des controverses qui ont eu un écho en France ces dernières décennies. Alors, je ne vais pas commenter tous les résultats, juste les plus saillants. Alors, s'agissant de la défense de la vaccination, vous avez une majorité absolue qui défend la vaccination en estimant qu'on peut faire confiance à la science pour développer des vaccins efficaces et sûrs. Ils sont 73% à être d'accord contre seulement 17% à ne pas être d'accord. Euh, Et donc, lorsqu'un vaccin est disponible, la vaccination est la meilleure option, 63% d'accord, 26% pas d'accord, et que les effets secondaires graves restent très rares. Vous avez aussi une majorité relative qui se fie au ministère de la Santé, à la fois en termes de compétences comme de bienveillance, à un détail près, c'est que vous avez quand même 61% des Français qui, à l'époque, estimaient que le ministère de la Santé était influencé par l'industrie pharmaceutique. En comparaison avec les résultats observés pour la science, on retrouve ici un résultat classique, à savoir que le public se méfie moins de la science que de ceux qui prétendent parler en son nom. Alors, s'agissant de la critique du calendrier vaccinal ou des vaccinations infantiles, la structure des réponses est identique pour les quatre critiques. En gros, on a une courte majorité absolue qui rejette ces critiques, un petit tiers qui y adhère et un sixième qui ne se prononce pas. Enfin, concernant les controverses sur les effets secondaires des vaccins, elles suscitent beaucoup de non-réponses, parfois jusqu'à 50%, et c'est en particulier le cas de celle sur l'autisme, qui renvoie à la controverse britannique initiée par Andy Wakefield en 1898, et dont on voit qu'elle a eu un petit peu de mal à traverser la Manche, au moins pendant un certain temps. Alors, en combinant les réponses à ces 16 questions, une méthode statistique de classification permet de distinguer 6 profils. Alors, pour vous présenter rapidement ces profils en évitant une avalanche de chiffres, je vais les figurer par des diagrammes en radar. Alors, celles et ceux d'entre vous qui ont des enfants scolarisés dans l'enseignement primaire, normalement, vous connaissez forcément ce qu'est un diagramme en radar. Un diagramme en radar, en l'occurrence, ici, mes diagrammes comprennent 5 dimensions standardisées. Les 4 dimensions que je viens de présenter, donc défense de la vaccination, confiance dans le ministère de la Santé, critique du calendrier vaccinal, attitude à la guerre des controverses, ou finalement, je crois que j'ai appui aux controverses. Et puis, j'ai rajouté une cinquième dimension, en fait, qui somme les non-réponses pour mesurer l'intensité de l'engagement dans les rapports à la vaccination. Alors, ici, vous avez 3 cas de référence dans mon magnifique diagramme en radar. Le triangle bleu, ça correspond aux individus les plus favorables à la vaccination ordinaire, avec des scores maximum pour la défense de la vaccination et la confiance dans le ministère de la Santé, et minimum pour la critique du calendrier vaccinal et l'appui aux controverses. Le triangle rouge, c'est le profil inverse, donc ça va être les gens qui sont le plus critiques à l'égard de la vaccination. Et le pentagone gris correspond au cumul des non-réponses, sachant que l'inconvénient, c'est que comme j'avais besoin d'avoir des scores pour tout le monde, j'ai recodé les ne sais pas en niveau de réponse intermédiaire. Donc, par construction, les gens qui ne répondent pas à tous les items ont un score intermédiaire sur les 4 axes. Alors, voilà ce qu'on obtient pour les 6 profils. J'espère que c'est visible. D'abord, on a 10% des enquêtés qui sont de fervents défenseurs de la vaccination. Ils soutiennent la vaccination, font relativement confiance au ministère, ne critiquent pas le calendrier vaccinal et rejettent les controverses, avec donc très peu de non-réponses. Et vous voyez qu'ils sont représentés par un polygone qui est très proche du triangle bleu, en haut à gauche. Ensuite, vous avez un second profil, 26% des enquêtés, qui soutiennent également la vaccination, mais à un degré moindre, et qui surtout, en général, n'ont pas d'avis sur les controverses, d'où un score moyen d'appui aux controverses et un polygone qui s'étire un petit peu vers le milieu de cet axe. Ensuite, vous avez 14% de personnes qui ne se sentent pas concernées par la vaccination. En moyenne, elles choisissent la réponse « je ne sais pas » à presque 11 questions sur 16. Ça nous rappelle que les rapports à la vaccination peuvent très bien être lointains ou inexistants. Et donc, vous voyez que leur polygone est très proche du polygone gris. Ensuite, on a 12% qui ont une attitude que l'on pourrait qualifier de critique radicale, avec un polygone très proche du triangle de référence rouge, le symétrique du triangle bleu. Et enfin, on a 2 profils intermédiaires qui représentent chacun à peu près entre un sixième et un cinquième de la population adulte. 19% qui adhèrent à des assertions critiques, mais expriment malgré tout un soutien modéré à la vaccination. En général, ils sont plutôt d'accord avec les items qui soutiennent la vaccination. Et enfin, 19% qui ont également un soutien modéré, mais qui ne critiquent pas le calendrier vaccinal, sont plutôt indécis sur les controverses. En général, ils n'ont pas d'opinion. Mais par contre, ils se caractérisent par le fait qu'ils sont très méfiants à l'égard du ministère de la Santé. Alors, si on regarde les intentions de vaccination pour un futur vaccin contre la Covid-19, elles sont très contrastées.
hein, puisqu'on passe en gros de 17% pour ceux qui adhèrent à une critique radicale de la vaccination ordinaire à 89% pour ses fervents défenseurs. Et sachant que, hormis pour le profil critique radical, pour tous les autres profils, y compris les non concernés ou les soutiens modérés mais critiques, on est toujours à plus de 50% d'intention vaccinale. Alors, si on se place maintenant dans le cadre d'un modèle de type HBM dans lequel les rapports à la vaccination ordinaire sont simplement ajoutés au modèle, hein, c'est la case 1 du tableau que je vous montrerai tout à l'heure. Dans l'enquête Coconel, plusieurs questions permettaient de cerner les perceptions de la maladie et des vaccins à venir. Hein, on avait 15% des enquêtés qui pensaient être immunisés contre le Covid-19, 17% qui estimaient que s'ils étaient infectés, ça ne serait pas grave. On en avait 52% qui estimaient que le vaccin développé dans l'urgence serait dangereux pour la santé, 20% qui n'étaient pas d'accord et 28% qui restaient invaincus. Donc, autrement dit, on avait un seul Français sur 5 qui pensait que le vaccin à venir ne serait pas dangereux. Et on avait 29% des enquêtés qui doutaient de l'efficacité du vaccin à venir, 49% qui n'en doutaient pas et 26% qui restaient indécis. Et donc, si on analyse une régression logistique, on obtient bien des liens statistiquement significatifs, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on perçoit la Covid-19 comme grave et moins on se pense s'immuniser, plus on a d'intention vaccinale et plus on pense que le vaccin va être inefficace ou dangereux, moins on a d'intention vaccinale. Mais il se trouve aussi effectivement que les rapports ordinaires, les différents profils, instant que je distingue par profil, sont très corrélés aux décisions, même une fois pris en compte les indicateurs d'évaluation bénéfice-risque. Et en l'occurrence, les profils de rapport à la vaccination ordinaire expliquent une part de variance beaucoup plus importante que les perceptions de la maladie et du vaccin à venir. Alors, dans la mesure où ces rapports mesurés après le premier confinement sont globalement favorables, alors que le vaccin, lui, le vaccin à venir, est perçu comme dangereux, à l'époque, ce sont donc ces rapports, de mon point de vue, qui ont soutenu les intentions vaccinales à un niveau relativement élevé, malgré donc des attentes assez pessimistes par rapport au vaccin. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de disqualifier les modèles HBM en prétendant que les rapports ordinaires sont de meilleurs prédicteurs. D'ailleurs, en fait, le meilleur prédicteur, c'est encore le fait d'être plus ou moins favorable à la vaccination en général, sauf que c'est un indicateur qu'ensuite il faut essayer de décortiquer pour trouver des choses plus précises dedans. Alors, je précise aussi qu'il s'agit d'une analyse exploratoire, hein, donc je n'ai pas pris en compte d'indicateurs sociodémographiques. Les indicateurs utilisés sont imparfaits, et donc l'objectif, c'était surtout d'essayer de mieux décrire et analyser ces rapports ordinaires, ou plutôt ces rapports à la vaccination ordinaire. Et enfin, bien sûr, je rappelle que ce n'est pas vraiment une décision qui est modélisée ici, mais une intention, et que le vaccin n'existait pas encore. Et on peut très bien imaginer que les perceptions des vaccins ont pris davantage de poids une fois que ces derniers étaient effectivement disponibles et qu'ils ont davantage pesé sur les décisions vaccinales qu'ils n'ont fait sur les intentions. Alors, j'ai à peu près fini mon temps. Je n'ai pas prévu de conclusion, mais juste pour ouvrir la discussion avant Sylvain, je voulais revenir sur l'hésitation vaccinale. À mon sens, c'est une notion qui est difficile à juger scientifiquement parce qu'elle résulte d'un compromis entre des considérations politiques et scientifiques et aussi entre des perspectives disciplinaires contrastées, sachant qu'en général, le résultat d'un compromis ne satisfait jamais pleinement les parties prenantes. L'hésitation vaccinale, telle que l'a définie l'OMS, a le mérite d'essayer d'intégrer dans le même panier des recherches qui se développent d'habitude en silo, mais au final, même placés dans le même panier, les silos ont continué un peu à prospérer chacun de leur côté. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, puisque justement, c'est aussi un petit peu grâce à l'hésitation vaccinale qu'on est réunis aujourd'hui pour discuter. Et donc, on peut aussi dire que c'est grâce à l'engouement pour l'hésitation vaccinale que nous avons eu, nous en tout cas Pierre, Jérémy et moi, mais, et d'autres, des opportunités de développer nos travaux qu'on n'avait pas eu avant, et aussi de développer des coopérations, notamment avec des chercheurs en santé publique, et en particulier sur les réticences des soignants. Et donc, à ce titre, l'impact de ce contexte favorable sur la structuration de nos recherches reste à construire, et nous sommes aussi là pour ça. Voilà, merci pour votre attention. Et je coupe mon micro et je te laisse la parole, Sylvain, et peut-être que j'arrête le partage d'écran. Oui, merci beaucoup. J'enchaîne directement, peut-être? Oui. Oui, super. Merci Patrick pour cette présentation riche, dense, qui offre un aperçu détaillé des dynamiques complexes qui entourent les attitudes et les comportements liés à la vaccination. Alors, je trouve que pour le premier séminaire de ce réseau, on tape fort, hein, hésitation vaccinale, tout de suite. On rentre directement dans le vif du sujet. Et évidemment, pour moi qui suis en psychologie sociale, les facteurs que je vais qualifier de socioculturels, donc les normes de groupe, l'identité sociale, vont jouer, me semble-t-il, un rôle prépondérant
dans la décision de se faire vacciner. Pour lancer un petit peu la discussion, l'idée, c'est pas que je monopolise trop longtemps la parole, mais j'ai 3 questions, 3 remarques, réflexions, qui sont venues, en consultant en amont un petit peu cette présentation, puis en écoutant là, à l'instant. Peut-être de la plus naïve, la plus simple, on va dire, à celle qui m'interpelle le plus et celle que j'aurais envie de creuser plus loin. Donc ces 3 questions, elles portent évidemment sur, nos rapports ordinaires à la vaccination, tels qu'ils ont été présentés, assez longuement. Ma première question elle est dirigée un peu vers tout le monde d'ailleurs, c'est juste une méconnaissance de ma part. Ça porte sur, l'influence des expériences antérieures avec le système de santé et pas seulement avec le système, ou pas seulement avec la vaccination. Je me demandais s'il existait des travaux, mais là voilà, c'est vraiment, question un peu naïve. Je me demandais si, parce que ça ne m'intéresse pas directement, je me demandais s'il existait des travaux sur, l'influence, des expériences antérieures avec le système de santé sur nos perceptions et attitudes envers les vaccins. Voilà, ça c'était un petit point de détail. J'en viens donc à mes 2 questions, à mes 2 réflexions par rapport à cette présentation. La première, elle porte sur la confiance. Heu, Ça a été, expliqué longuement à travers le modèle, hein, si je reprends le graphique, on a trust, trust, trust qui clignote presque de partout, avec l'importance de cette confiance, avec l'idée que, finalement la confiance dans les vaccins, ce serait peut-être aussi une confiance dans les institutions. Et et je m'interrogeais sur un élément parce qu'à plusieurs reprises, tu as dit, que c'était une forme de réduction, enfin, en tout cas, je l'ai compris comme ça, de réduction de l'hésitation vaccinale à la confiance. Mais pour moi, c'est plutôt une forme de généralisation. Pourquoi je parle de généralisation? Parce que, cette question de confiance, elle existe aussi dans d'autres formes de croyances qui seraient le complotisme, qui seraient les rumeurs, qui seraient les fake news. Tous ces éléments-là sont aussi des conséquences de la crise de confiance envers les institutions, envers les experts, alors soit les médecins, soit les politiques, soit les scientifiques. Heu, mais je vois, quand on fait le lien très fort entre hésitation vaccinale et confiance, je vois plutôt une forme de généralisation, de dilution, d'explication que de réduction à un seul facteur. C'est peut-être une interprétation, hein, de ma part. Et le 2e point, sur lesquels, bah, j'aimerais bien qu'on discute un peu collectivement, c'est sur cette idée des profils d'attitude, à la fin. Les fameux diagrammes là, j'ai des enfants, je les vois souvent. Hem, alors j'aime beaucoup cette idée de profil d'attitude, évidemment, mais moi je m'interroge, enfin en voyant ça, je me suis interrogé sur l'idée de transition. Quand on fait des profils, d'une certaine manière, ça a un peu tendance à figer les choses, ou plutôt on fait un état des lieux à un moment avec les données dont on dispose pour essayer d'établir, des profils, des catégories, des types. Donc ici, on a des profils d'attitude. Et et je m'interrogeais moi sur le passage d'un profil à un autre. Parce que finalement, ces profils, je ne suis pas certain qu'ils soient si fixes que ça, si figés que cela. Est-ce que vraiment quelqu'un se définit d'une manière, stricte tout au long de sa vie, tout au long de son existence? Je pense qu'il y a plutôt des passages et que parfois on a affaire à même à des postures. Je pense à un travail que j'ai mené avec des collègues sur, les gestes barrières, où nous on s'interrogeait, sur le port du masque. D'accord? Donc on est, sur un sujet un petit peu connexe, mais donc on interrogeait les gens avec les mêmes types de questions qui étaient évoquées tout à l'heure et on avait, bah, des gens qui étaient, totalement opposés au masque. Donc là, on dirait des anti-masques, comme les anti-vax. Puis on avait des gens qui étaient hésitants, des hésitants mascales, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui se posaient des questions, qui n'avaient pas trop envie, qui ne le faisaient pas pour différentes, raisons. Mais on a rajouté des questions après dans une autre étude où on leur faisait imaginer, puisqu'on est toujours dans de l'intention, hein, évidemment, mais on leur faisait imaginer des séries de situations. Et on s'apercevait que ceux qui voulaient pas mettre le masque, ou parfois qui étaient même opposés plus ou moins ouvertement au masque, acceptaient de le mettre s'ils allaient voir leur grand-mère ou un proche. C'est-à-dire, sur les réseaux où je vais exprimer une attitude hostile ou très méfiante vis-à-vis du masque, mais si concrètement je dois y être confronté et si concrètement je dois mettre en danger ma famille, ben, je vais quand même le porter. Et ça m'interroge en fait sur ces profils-là, c'est à quel point on n'a pas affaire parfois à des postures,
à des gens qui, on le sait, hein, qui répondent à nos questionnaires et qui, par posture, vont évoquer cette hésitation, ce doute sur le vaccin, mais qui finalement, par exemple, quand ils seront confrontés, pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, le jour où ils auront des enfants, ils réagiront peut-être pas de la même manière. Et donc là, comment on passe d'un profil à un autre? Donc voilà, moi je me suis dit en voyant cette idée de profil que tiens, j'aimerais bien creuser l'idée de transition, l'idée de passage, moins l'idée de focalisation sur un profil, mais de comment on peut glisser de l'un à l'autre. Voilà, pour faire très court, mais pour lancer un petit peu la discussion, les deux éléments surtout sur lesquels je voulais revenir après encore une fois, cette présentation que j'ai trouvée très riche et très stimulante. Merci beaucoup, Patrick. Merci Sylvain. Alors, je propose, je vais répondre rapidement. Après, par contre, on n'a pas prévu, Jérémy, est-ce que tu veux faire le maître de cérémonie qui dispense la parole ou… Euh, c'est dispensé. Par contre, je t'entends pas. Bon, ben, je vais commencer à répondre et puis on verra si on t'entend d'ici là. Alors oui, sur la question des expériences antérieures, ben, oui, il y a notamment, ben, justement, pour expliquer, comme il y a un certain nombre de travaux, par exemple, qui soulignent le fait que les femmes n'ont pas forcément les mêmes rapports à la vaccination que les hommes, et que notamment dans le cas de la Covid-19, les intentions vaccinales et ensuite étaient plus faibles chez les femmes. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été émises, et notamment, il y en a certaines qui soulignent le fait que, par exemple, les femmes n'ont pas le même rapport au système de soins, et que notamment aussi, par exemple, le fait de prendre la pilule contraceptive, ça induit aussi un certain nombre d'attitudes et de croyances par rapport à ce que peuvent nous faire des produits chimiques quand on les ingère. Et que donc, voilà, il y a d'autres expériences du système de soins qui peuvent influencer les décisions vaccinales, pardon, les décisions vaccinales. Et c'est aussi un point notamment qui… d'ailleurs, je pense que d'ici enfin, on aura sûrement l'occasion dans notre séminaire notamment d'entendre Jérôme Gaillaguet qui a soutenu sa thèse fin décembre justement sur le sujet des attitudes à l'égard de la vaccination. Et notamment, ce qui montre dans son travail, c'est que vous avez par exemple des gens qui vont initier une trajectoire très critique à l'égard de la vaccination qui s'enracinent notamment dans une très mauvaise expérience avec le système de soins. Parce que, par exemple, ils ont un problème de santé qui est mal pris en charge, ils vont être confrontés enfin, ils vont être très insatisfaits de leur interaction avec le système de soins, et c'est ça qui va contribuer qui va être un des éléments déclencheurs d'une trajectoire critique. Donc oui, effectivement, les expériences antérieures avec le système de santé, il y a effectivement un certain nombre de travaux qui pointent leur importance. Ensuite, sur la question de la confiance, oui, du coup, je vais essayer de répondre vite. Mais en fait, je voulais dire réduction dans le sens où, en fait, moi, j'ai le sentiment que ce qui s'est passé au moment où l'OMS a mis en place son groupe de travail, c'est qu'on avait des experts qui étaient vraiment sur l'idée que vraiment, les gens ne font plus confiance au vaccin, alors que d'autres experts étaient là pour dire oui, mais c'est aussi le fait que le vaccin, on n'a pas toujours réussi à bien l'amener aux gens. Et que donc, par exemple, quand il y a des épidémies de rougeole, effectivement, dans certains pays, c'est parce que les gens se détournent du vaccin, mais dans d'autres, c'est parce que le système de santé s'est cassé la figure et qu'en fait, il n'y a pas de vaccin disponible. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que je parlais de réduction. C'est le fait de dire que de réduire les problèmes de couverture vaccinale à l'expression d'une défiance, c'est ne pas prendre en compte des problèmes résiduels d'accès, on va dire, pour le dire vite. Et donc, en fait, évidemment, sur ta troisième remarque, je suis tout à fait d'accord et c'est très intéressant d'essayer de trouver des moyens de suivre des trajectoires. Et d'ailleurs, justement, d'ailleurs, pour le coup, Jérôme, si tu veux intervenir, tu peux, puisque justement, l'un des intérêts de la thèse de Jérôme, c'est qu'en fait, il a suivi des personnes je crois que c'était 2015-2016, les premiers entretiens. Il les a suivis jusqu'avant la pandémie, pendant la pandémie et après la pandémie. Et donc là, pour le coup, effectivement, on peut voir dans quelle mesure des trajectoires de critique vaccinale changent, se modifient, y compris d'ailleurs, effectivement, comme tu le signais, quand on a des enfants. Et peut-être que… Ah bah, il y a Raphaël, il y a du coup, je propose, comme… Tu devrais l'entendre, Patrick, là, comme ça. Est-ce que tu nous entends? Ah, moi, je vous entends, oui. Oui, très bien. Eh ben, si tu as fini, je prends le tour de parole parce que tu Très nous bien, entendais. je désactive, je te laisse parler. Ok, et du coup, c'est Jocelyn Rode, ensuite Jérôme et puis Raphaël qui a levé la main. Peut-être on prend les trois, enfin, s'il y a plus ou moins une cohérence, au moins Patrick, et tu réponds
derrière, si ça te va. Oui, ou alors, enfin, je ne suis pas le seul à pouvoir répondre, hein, puisque Oui, bien sûr, en j'ai tout une cas, question voilà. à me poser. Eh ben, Jocelyn Rode, du coup. Bien. Merci beaucoup, Patrick, pour ta présentation que j'ai trouvée très riche. Bon, je suis un observateur très privilégié de vos travaux parce que je contribue à pas mal de vos projets, donc j'ai réécouté avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Sylvain à un moment donné, puis aussi, comme j'aime beaucoup les causes désespérées, j'aimerais aussi prendre la défense très humblement du Health Belief Model, qui a été un peu la victime expiatoire dans cette histoire. Parce qu'à mon avis, c'est un modèle qui est ni aussi honteux, ni aussi perfide qu'on veut bien le présenter dans certains travaux de sociologie critique. Notamment, je ne connaissais pas ceux de Crawford, mais je trouve que là, on est dans une critique un petit peu facile et attendue en gros, si on s'intéresse à la cognition, on est néolibéral, et si on s'intéresse au structuralisme ou aux conditions sociales, on est marxiste. Bon, je pense qu'il faut sortir de ces débats. Je trouve que c'est un petit peu réducteur pour le coup. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec la SBI modèle, d'abord, c'est un vieux monsieur, hein, il a 74 ans, c'est le premier modèle de comportement de prévention qui a été créé. Et ce qui était intéressant dans ce modèle, quand même, malgré tous les défauts que tu as bien relevés, et que je partage en grande partie d'ailleurs, c'est qu'il permettait en fait de comprendre aussi le refus de mesures de prévention par la rationalité et pas verser dans l'irrationalité ce refus de la prévention. Et ça, c'était assez novateur et presque révolutionnaire à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas le Health Belief Model, le contexte, c'est la mise en place aux États-Unis une grande campagne de dépistage de la tuberculose. Et donc, les services de santé publique aux États-Unis équipent des camions qui vont à la sortie des usines et des universités et des supermarchés et proposent aux gens de se faire dépister et ça fait un bid complet, les gens ne viennent pas et donc il y a un réflexe qu'on retrouve encore aujourd'hui qui est de dire bah, les gens sont irrationnels, ils ne veulent pas se faire dépister, ils font de la résistance, etc. etc. Et l'apport de Hohenbaum et de ses collègues d'ailleurs, c'est de dire attention, si on regarde les croyances des gens, c'est-à-dire leur perception à la fois du risque et des moyens de se soigner ou de traiter la maladie, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément aussi irrationnel que ça. Au contraire, il y a une rationalité intrinsèque liée à cette logique. Donc, on a un processus qui est quand même effectivement assez réducteur, puisque c'est très cognitif, il n'y a pas l'aspect... c'est très intrapersonnel, on ne voit pas les aspects d'interaction sociale dans ce truc-là. Donc, ce n'est pas un modèle de cognition sociale, c'est vraiment un modèle instrumental qui est assez réducteur, mais qui est parcimonieux, et ça c'est intéressant, qui est réfutable, parce qu'au sens de Popper, on peut tout à fait montrer que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça fonctionne pas mal le plus souvent. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que 74 ans plus tard, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé pendant la Covid, c'est que le HBM permettait en grande partie d'expliquer les variations temporelles, en fait, dans la réaction, dans les variations dans l'incidence de l'épidémie, enfin, de la maladie, des différents variants Covid. On voyait que les comportements changeaient au cours de l'épidémie et que finalement, le HBM était un des modèles qui permettait assez bien de rendre compte de ces variations temporelles. Donc, ce n'est pas un modèle, à mon avis, qui est aussi mauvais que ça, bien qu'il soit un peu vieux, dépassé, je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà, je voulais quand même rappeler ça. Et dernier point, il me semble que le 3C est hautement fongible, en fait, avec le HBM, parce que si on reprend les différentes composantes, en fait, c'est juste une manière différente Enfin, c'est des concepts différents, mais qui ont en fait à peu près les mêmes définitions, qui sont assez convergents. Donc, le modèle 3C est finalement une espèce de HBM Light, si je veux dire, appliqué à la vaccination. Et c'est un modèle qui est, à mon avis, pas inintéressant sur le plan de la cognition. Voilà. Après, il manque tous les aspects qu'on connaît bien dans les typologies sociologiques, des aspects axiologiques, des aspects d'interaction sociale, d'influence, de normes de groupe qu'a évoqué Sylvain, qui, à mon avis, sont très, très intéressantes, qui viennent bien compléter le modèle. Mais je pense que si on veut vraiment rentrer dans un débat interdisciplinaire, c'est intéressant aussi de voir quels sont les apports, les limites et les faiblesses de chacun des modèles et pas de se contourner peut-être d'une critique un peu réductrice du coup, pour le coup. Voilà, je me tais. On t'entend pas, Sylvain, je sais pas si tu as parlé. Ah non. Du coup, je peux répondre? Je dirais plutôt que laisser parler Elle et Jérôme, et ensuite tu pourrais faire une sorte de reprise des différentes. D'accord. Vas-y, tu peux. Oui, bah, du coup, c'était quelques éléments sur ma thèse, autour de ma thèse. C'est ça qui était. Enfin, oui, par rapport aux questions de Sylvain. Effectivement, du coup, j'ai suivi encore plus d'une trentaine de personnes, donc depuis 2016 jusqu'à 2021. Et effectivement, enfin,
tout un chapitre sur l'ouverture des questionnements au cours des trajectoires, et dans pas mal de cas, en fait, ça s'ancre presque toujours, en fait, ça revenait dans les entretiens, des expériences passées avec des professionnels de santé, des expériences de la maladie, ou les deux en général, qui forgeaient, sur lesquels les personnes s'appuient qui les éloignent, comment dire, qui soit les éloignent du discours institutionnel, soit par analogie, en fait, peuvent ramener à des critiques vaccinales, quoi. C'est-à-dire, prendre quelques exemples, j'avais un de mes enquêtés qui avait un eczéma extrêmement fort, qu'il avait conduit à l'hôpital chez plusieurs dermatos, et en fait, il a mis énormément de temps, genre vraiment plusieurs années avant d'avoir des soins efficaces, avant de trouver quelque chose d'efficace, et surtout, vous voyez des dermatos qui lui donnaient ce que lui il appelait des cache-misères, et donc pour lui il avait vraiment développé ce rapport en fait à l'industrie, à la solution pharmaceutique, qui du coup par extension lui faisait dire que tout ce qui était produit pharmaceutique, c'était quelque chose qu'il n'y avait jamais servi, et il ne voyait pas pourquoi avec la vaccination ça lui servirait plus que ça, quoi. Pareil, un autre exemple d'une de mes enquêtées qui avait fait des tentatives de suicide, et elle me disait avoir été traitée comme du bétail à l'hôpital, qu'elle avait eu affaire à des psys qui la regardaient avec du mépris, qui se souvenaient de la méchanceté dans ses yeux, de la bêtise et de la méchanceté dans ses yeux, des expériences du corps médical qui avaient été assez traumatiques, en fait, à des moments où là, en l'occurrence, cette fille était plutôt dans une situation de détresse familiale, pour plusieurs raisons, donc qui l'avaient conduit à ces tentatives de suicide, et elle avait été, selon elle, très très mal prise en charge, et voire elle pensait avoir été mise en danger à l'hôpital quand on l'avait prise en charge à l'hôpital, quoi. Effectivement, donc il y a ces expériences de santé, et aussi ce que l'enquête longitudinale montre, effectivement, c'est que les dispositions sont quand même très volatiles, que il y a eu pas mal de phénomènes de désintéressement des personnes, de prise de distance, en fait, avec les controverses. Il y a des degrés d'engagement qui sont extrêmement variables, quoi. Et alors que quand je les ai rencontrés en 2016, c'était à l'époque de la concertation citoyenne, il y avait le professeur Joyeux qui faisait pas mal parler de lui, c'était un sujet qui était très médiatisé, et finalement, 2-3 années plus tard, en 2019, quand je l'ai réinterrogé, avant donc que la pandémie n'arrive, et juste après qu'il y ait eu extension de l'obligation vaccinale à 11 vaccins, on avait des gens qui étaient assez... comment dire, voilà, j'ai fait le tour de la question, et quelque part, oui, je vais pas rester bloqué là-dessus toute ma vie. Il y a eu un certain nombre de questionnements à certains moments, mais comme il y a un effet lié au fait que les personnes ne sont pas exposées tous les jours au vaccin, concrètement, quoi. Et donc, ces questionnements ont ressurgi sous différentes formes, mais ont ressurgi pendant la pandémie. Et d'ailleurs, pour pas mal d'entre eux, les gens se sont fait vacciner, soit par contrainte, soit parce qu'ils avaient changé d'opinion ou de posture. Enfin, justement, il y a eu... moi, je n'ai pas encore résolu la question. Tu parlais de posture tout à l'heure. Est-ce qu'on doit parler d'attitude, de posture, de positionnement, ou des trois? C'est des choses qui sont, je pense, à discuter, parce que voilà, entre des parents qui sont engagés dans un processus décisionnel avec un choix à faire dans les semaines ou mois, pas tout à fait dans la même situation que des personnes qui se revendiquent critiques parce qu'ils sont anti-Big Pharma, et voilà, quoi. Raphaël? Eh bien, comme Jérôme, je vais me baser sur un corpus très qualitatif, basé sur des enquêtes par entretien, où j'ai croisé différents modes de recrutement. Je me retrouve aussi dans ce constat des mauvaises expériences médicales passées,
des personnes enfin, je me rappelle une personne notamment qui avait souffert des effets secondaires du lévothyrox. Élément à rappeler que des fois, les ambivalents, enfin, que certains traitements qui pourraient produire peut-être des effets secondaires, c'est pas uniquement une vue de l'esprit. Des personnes endométriose aussi, des personnes qui avaient l'expérience d'une maladie mal prise en charge, ou même plus directement pendant le Covid, tout simplement d'expériences désagréables, d'être venu aux urgences pour traiter une maladie chronique et de s'être pris ce qui a été perçu de la part comme une leçon assez agressive sur l'importance de se vacciner à un moment même où la personne était en souffrance. Donc, je retrouve ce constat que tout n'est pas autour du vaccin, qu'en fait les expériences médicales débordent de la seule question du vaccin. Deuxième remarque, mais ça c'est peut-être un biais d'enquête, moi c'est vraiment quelque chose, et ça j'aimerais bien savoir, c'est dans mes enquêtes en tout cas, c'est très corrélé avec le genre. Ça c'est vraiment quelque chose qui se retrouve quasi exclu. Ce parcours-là de non-vaccin, c'est quelque chose qui se retrouve presque toujours chez les femmes. Après, c'est peut-être en partie un biais d'enquête, mais de ce que disait Patrick, ça semblait résonner. Et du coup, si on prend pour hypothèse que peut-être cette situation se retrouve plus chez les femmes, ou quand bien même, c'est là où j'ai une hésitation et une interrogation, c'est sur la manière dont il faut l'interpréter. Parce que d'un côté, effectivement, il y a la dimension de domination, surprise en charge, surmédicalisation, donc plus d'exposition à des mauvais traitements. Mais dans le même temps, on peut aussi inverser le regard et se dire que comme les femmes prennent plus en charge la santé en général, il y a aussi plus d'agency, plus d'autonomie, et elles sont plus de dispositions critiques. On en revient au fameux paradoxe dont a longuement parlé Patrick, le patient paradoxe investi, mais paradoxalement critique. Donc voilà, il faut un peu regarder, je pense, c'est un peu ces deux faces de la médaille. Est-ce qu'il y a l'expérience médicale comme mauvaise expérience, mais il y a aussi l'expérience médicale comme engagement qui, par définition, incite plus à la critique. Et par ailleurs, sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par Sylvain Louvet, mais c'est plus une boutade issue du regard sociologie politique, mais c'est pas qu'une boutade. Le problème de la confiance, en l'occurrence, c'est que d'un point de vue sociologie politique, la défiance politique, c'est absolument et systématiquement la norme. Tout le monde déteste les partis politiques, personne n'y adhère, les scrutins, enfin le taux d'abstention augmente considérablement, de multiples formes politiques émergent en marge, même les partis qui réussissent sont des partis qui mettent en avant qu'ils ne sont pas des partis, donc la défiance, c'est absolument la norme, et c'est vrai que du coup ça pose la question d'une trop grosse clé qui n'ouvre pas forcément la boîte noire du processus de décision vaccinale. Merci, on a Patrick et puis Daniel Lévy-Bruhl ensuite et le prochain. D'accord. Alors, pour ne pas prendre trop de temps et sans oublier personne, alors juste sur la question de la posture qui a été évoquée, c'est vrai en particulier que par exemple, dans nos enquêtes, on voit aussi des gens qui disent qu'ils refusent le vaccin parce que pour eux, c'est une façon de protester ou d'exprimer leur mécontentement à l'égard de la gestion de la crise sanitaire. Et sans doute qu'une des raisons parmi d'autres pour lesquelles on a eu cette inversion des intentions vaccinales, quand le vaccin est arrivé, c'était dû au fait que tant que le vaccin n'était pas là, cette part de réticence qui exprimait un désaccord ou un malaise était sans doute plus importante et on pouvait plus facilement refuser un vaccin tant qu'il n'était pas encore là. Juste pour, oui, Jocelyn, alors, tu es terrible, Jocelyn, parce que honteux, perfide, vieux, dépassé, c'est toi qui as utilisé ces mots, pas moi. Hein. Moi, je trouve qu'il est très bien le modèle HBM. Tu sais, moi, une de mes citations préférées, c'est Paul Valéry qui disait « Tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui ne l'est pas est inutilisable ». Donc, de ce point de vue-là, le HBM, je ne sais pas s'il est faux, mais lui, en tout cas, il marche. Hein, je voulais juste souligner le fait que c'est à la fois un modèle justement d'intervention et pas que un modèle de production de données. C'était ça que je voulais dire en fait. Donc je ne suis pas du tout critique du HBM, au contraire. Sur la question du genre qu'abordait Raphaël, moi je pense en fait que les deux sont vrais, notamment les travaux notamment de Jennifer Reich ou de Nora McKendrick,
qui montre bien effectivement que les femmes sont plus exposées à ces problématiques-là, aussi notamment parce elles sont davantage chargées de s'occuper des enfants et que ça inclut aussi, par exemple, parmi les femmes, il y a une plus grande attention, une plus grande inquiétude, par exemple, par rapport aux effets éventuels sur la santé des microparticules de plastique qui se trouvent dans certaines nourritures, par exemple. Donc, il y a à la fois une plus forte inquiétude, une plus forte exposition à éventuellement des mauvaises expériences, mais aussi certainement un plus fort engagement et une meilleure expertise. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans les enquêtes en population générale, en général, quand on pose des questions d'opinion, les femmes sont 2 fois plus nombreuses à ne pas répondre, à ne pas exprimer d'opinion, pour tout un tas de raisons qu'on connaît. Mais quand ce sont des questions sur les vaccins, elles répondent aussi souvent que les hommes. Donc là, pour le coup, ce biais disparaît. Et juste sur la question de la confiance, moi, je voulais me centrer sur la décision vaccinale, mais c'est juste qu'après, il faut faire la distinction entre différents types de confiance et la confiance comme attitude qu'on a à un moment donné de façon stable par rapport à une institution, et ensuite le fait d'accorder ou non sa confiance par rapport à une décision ponctuelle. Voilà, après, voilà, effectivement, il faut distinguer ensuite à quel niveau on place la confiance. Et je me tais. Merci Patrick. Du coup, Daniel, vous aviez levé la main. Oui, bonjour. Moi j'ai une question. Je voudrais revenir sur l'évolution du modèle du patient, entre guillemets, apathique vers celui du patient responsable des décisions qui concernent sa santé. Et la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que le fait que les différentes études qui ont estimé l'opinion des parents vis-à-vis de l'extension de l'obligation vaccinale pour les nourrissons, qui ont montré une large approbation, ne va pas à l'encontre de ce modèle d'autonomisation du patient, dans le cas particulier de la vaccination infantile, pour lequel la charge cognitive pour le parent était devenue trop difficile à gérer de par le fait qu'il y a autant de problématiques qu'il y avait de vaccins concernés, de par la multiplication des sources d'informations souvent contradictoires, et je pense bien sûr aux réseaux sociaux, qui, in fine, génèrent une angoisse auprès des parents de la bonne décision à prendre pour son enfant, et donc une sorte de soulagement que finalement la responsabilité soit portée par l'institution et non plus par eux-mêmes. Patrick, on n'a pas d'autres. Est-ce que tu peux répondre? Alors effectivement, moi, de mon point de vue, les obligations vaccinales, ça va un petit peu à rebours de ce mouvement d'autonomisation des patients. Après, que ce soit... Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'enquêtes qui montrent que les vaccins obligatoires, traditionnellement, sont les mieux acceptés, mais c'est aussi parce que ce sont ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Mais par rapport à ce que tu dis, oui, c'est vrai aussi que c'est une charge. D'ailleurs, ce maternage intensif, c'est souvent présenté comme une charge, surtout notamment parce que, comme je disais, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, et y compris pour les mères de milieux populaires. Et donc, pour elles, c'est particulièrement compliqué de ce point de vue-là. Et de ce point de vue, effectivement, de même qu'on parle d'hésitation vaccinale, dans certaines situations, on peut aussi parler d'inertie vaccinale. C'est-à-dire que, par exemple, quand on s'est investi pour prendre une décision pour un enfant, l'enfant suivant, on ne va pas se réinvestir, on va calquer sa décision, on va prendre la même. Et donc, de façon générale, effectivement, ou alors même, par exemple, des mamans qui décident de trouver le bon soignant, et une fois qu'elles ont le bon médecin, elles vont lui déléguer les décisions vaccinales. Donc, effectivement, il faut avoir en tête que l'hésitation vaccinale, du point de vue donc, de cette injonction à s'engager dans un processus de décision, c'est quand même un truc aussi, effectivement, qui est très coûteux pour les gens. Et ça peut aussi, effectivement, être vécu comme un soulagement d'avoir moins de décisions à prendre. Vas-y, Jérémy. Alors, avant de rebondir sur le commentaire de Daniel, juste pour l'instant, on n'a que des hommes qui sont intervenus, donc j'en rejoins très fortement comment dire, le profil sociodémographique des intervenants à se rééquilibrer d'une certaine manière. Donc, n'hésitez pas, ne vous censurez pas les autres. Et d'ailleurs, on avait mal commencé, Jérémy, puisqu'on a choisi un intervenant et un discutant. Oui, on a complètement tout foiré. Mais ça, je vais glisser dessus parce que comme on est responsable, j'ai pas envie qu'on pointe le doigt vers moi. Donc, je vais plutôt enrayer sur mon commentaire. Oui, Daniel, tu évoques justement le soutien aux obligations vaccinales, mais dans mon souvenir, même au moment de... Alors, je suis justement en train de frénétiquement repasser dans mes archives et je suis moins organisé que j'aimerais l'être, mais dans mon souvenir, il n'y avait pas eu une énorme... Enfin, comment dire, le soutien aux obligations vaccinales n'avait pas été... enfin, comment dire, il y avait une minorité extrêmement significative qui n'était pas particulièrement favorable
à l'obligation vaccinale. Alors, dans mon souvenir, c'était plus de 30%, mais malheureusement, je n'ai pas les données devant moi. Et je pense que ça traduit d'ailleurs, enfin, ce qui ne remet d'ailleurs pas en question ton point de vue, c'est-à-dire que, en fait, il y a ce paradoxe qui est tout le monde veut de l'autonomie, par contre, on veut obliger les choses dans lesquelles on croit, parce que, en quelque sorte, c'est la restriction de l'autonomie des autres. Et en fait, quand on regarde pendant l'épidémie de Covid, chaque fois qu'on a posé des questions sur l'obligation vaccinale contre le Covid, on avait évidemment un certain nombre de personnes qui étaient pour la vaccination Covid, mais contre l'obligation, ce qu'en général, c'était une toute petite minorité par rapport aux gens qui étaient pour la vaccination Covid. Donc, en fait, même si analytiquement, et il faut quand même maintenir cette distinction analytique, notamment parce qu'elle est au fondement des réflexions éthiques, en tout cas, cette distinction, c'est la distinction entre être pour une vaccination et vouloir la rendre obligatoire. Lorsqu'on regarde, en tout cas au niveau des données françaises, elle a l'air de ne pas particulièrement exister dans l'esprit des personnes. On est favorable à une vaccination, on est favorable à son imposition en tant que norme dans la société, notamment via l'obligation. C'était un peu l'impression que j'avais de ces données. Mais malheureusement, mon propos est un petit peu, comment dire, undermined par le fait que je n'ai pas les chiffres face à moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient faire des commentaires, intervenir, etc. Parce que là, on va commencer à arriver vers... C'est maintenant ou jamais, je pense, parce qu'on va arriver... Aïe. Oui, Yvan Saint-Solieu, je ne sais plus où on allume la petite main là, désolé. Alors, je ne représente pas les femmes, mais je représente un peu les vieux, quoi. Donc, c'est bien aussi qu'il n'y ait pas que des gens qui soient encore leur couleur de cheveux d'origine. Alors, moi, je voulais simplement vous remercier. Je suis sur une enquête justement sur le refus du vaccin chez les soignants. Et dans l'étape où j'ai déjà réalisé et retranscrit mes entretiens, fait d'abondante, me suis initié à l'état de l'art et je n'ai pas encore fait le mix des deux pour lequel j'ai quelques appréhensions parce que c'est un sujet délicat. Et donc, je suis motivé pour participer à votre séminaire, notamment pour me redonner un petit peu comment dire, me convaincre de me relancer dans la chose. Il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est qu'il me semble qu'on parle beaucoup d'épaisseur sociale ou d'identité sociale du patient et de sa famille, et les deux, parce que tout ça, justement, forme, enfin, à de multiples interactions. Mais on parle moins il me semble, on parle moins de l'épaisseur sociale et de l'identité des professionnels. Hein. Alors moi, il se trouve que je suis plus un sociologue de l'hôpital que de la santé, ce qui n'est pas sans lien, hein, notez bien. Mais enfin, ça prédispose à appréhender la manière dont les choses sont collectives dans le monde des soignants, non seulement pour les raisons qu'on connaît tous, bien sûr, des réformes hospitalières, mais aussi les dynamiques de service et aussi les dynamiques de classe. Et le genre n'est jamais loin, il est plutôt omniprésent, puisque la majorité des soignants sont des femmes. Hein. Surtout les soignants, vous savez, c'est les paramédicaux, donc c'est très largement majoritaire. Et puis c'est bi chez les médecins. Donc, donc il y a plein de facteurs, et j'ai l'impression quand même alors c'est lié peut-être à l'objet. Moi, je ne suis pas sur l'hésitation vaccinale, je suis sur le refus, et puis je n'ai pas l'ancienneté que vous avez sur ces questions. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a peut-être... Qu'est-ce que vous pensez, plus exactement, je vais le tourner comme une question, qu'est-ce que vous pensez d'une approche un peu plus holistique ou, je ne sais pas, multifactorielle? Enfin bon, moi je fais une enquête qualitative, hein. Donc c'est pas tellement... Normalement, je ne devrais pas utiliser ce terme-là, multifactoriel, mais enfin, de l'épaisseur sociale du professionnel à prendre en considération du refus du vaccin chez les soignants. Voilà. Mais c'est par ricochet avec des ricochets sur les patients, puisque
Non, ça a l'air de son côté. Ouais. Yvan, c'est figé. Après, peut-être, moi je peux abonder sur ce point, mais peut-être que Pierre Verger veut intervenir. Il y a une question d'Odile Launay, enfin une intervention remarque d'Odile Launay, peut-être qu'on prend dans la foulée. Oui, très bien. Non, c'est une intervention courte, c'est juste quand on discute de l'obligation vaccinale. En fait, enfin, moi je considère que l'obligation, c'est quand même un constat d'échec d'un certain nombre d'interventions. Et on l'a vu au moment de l'extension des obligations. En fait, c'était l'échec d'une politique vaccinale depuis de nombreuses années, la résurgence en particulier de la rougeole, qui a finalement mené à l'extension de l'obligation. Mais quelque part, c'est une façon très autoritaire d'adapter ou d'adopter une politique de vaccination. Et comme tu l'as dit, Jérémy, il y avait quand même une proportion non négligeable de la population qui était opposée à cette obligation. On retrouve la même difficulté avec les professionnels de santé. Être obligé de rendre obligatoire des vaccins qui sont là à la fois pour protéger les professionnels, mais aussi pour éviter qu'ils transmettent des maladies aux plus fragiles dont ils s'occupent. Là aussi, pour moi, c'est vraiment un constat d'échec. Et on voit que dans ces difficultés qu'on rencontre, en particulier à l'hôpital, il y a vraiment des inégalités en fonction du niveau social et surtout culturel, avec des refus, ou en tous les cas des difficultés vis-à-vis de la vaccination lorsqu'elle n'est pas obligatoire, de la part des catégories socio-professionnelles moins favorisées. On retrouve aussi ces difficultés-là dans les milieux socio-professionnels en population générale moins favorisée. Nous, avec le Covid, on a quand même été surpris de voir que nos patients VIH, par exemple, qui acceptent très facilement leur traitement, même s'il y a des contraintes, voilà, ils ont refusé de façon assez fréquente la vaccination Covid tant qu'elle n'a pas été obligatoire, ou en tous les cas une obligation entre guillemets déguisée, et aucun n'a fait de dose supplémentaire quasiment. Donc voilà, moi en tous les cas, c'est ma perception, c'est que quand on est obligé de passer par des mesures législatives qui imposent cette vaccination, c'est qu'on a raté, qu'on n'a pas réussi à convaincre. Et puis peut-être le dernier point que je trouve difficile avec la vaccination, c'est qu'on a beaucoup de mal à avoir des représentants de la vie civile, des gens qui sont pas des soignants, qui sont pas des malades, qui sont des gens voilà, qui peuvent réfléchir à pourquoi c'est important d'être vacciné. Et du coup, on a souvent des réflexions entre nous, mais qui ne permettent pas la mère de famille ou le père de famille. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ça serait les mères, alors que les pères sont quand même très impliqués dans l'éducation des enfants. Et ils sont peu représentés, et c'est extrêmement difficile d'identifier des personnes qui pourraient participer à ces discussions. Hugo. Ouais, tu peux, vas-y, il y a Patrick ou toi. Mais... Donc Patrick, tu avais passé la parole à Pierre pour répondre à Yvan, mais avant ça, j'ai trouvé les données. Je voudrais juste dire qu'en 2019, par exemple, il y avait, en tout cas, il y avait deux enquêtes réalisées en 2019, montraient qu'il y avait autour de 1 tiers des parents qui étaient opposés aux lois sur l'obligation vaccinale. C'est juste avec une chance entre les années. Voilà. Et donc, je te passe la parole, Pierre, puisque Patrick te l'a passé. Merci de m'avoir passé la parole tous les deux. Et puis merci Yvan pour sa remarque. Moi, j'y suis très sensible à sa remarque. C'est-à-dire d'essayer d'avoir, s'agissant des rapports ordinaires, on va dire, des soignants à la vaccination, d'avoir une vision holistique. C'est un peu ce qu'on essaye de prêcher dans nos travaux et ce qu'on essaye d'approfondir et autour de quoi on essaie de réfléchir. On s'y est penché sous l'angle déjà des personnels infirmiers, de leur rapport à la vaccination, mais aussi des liens qu'il y a avec leurs conditions de travail. Et on vient de faire un travail on n'était pas les premiers d'ailleurs à s'être penchés sur cette question, mais qui montre qu'il y a des liens très très forts entre la façon dont les personnels soignants et notamment infirmiers perçoivent leurs conditions de travail et d'autre part perçoivent les vaccins et éventuellement même
se vaccinent ou recommandent les vaccins à des patients. Et ça, pas seulement qu'à l'hôpital, vraisemblablement pour des raisons très différentes d'ailleurs, mais aussi également pour les infirmiers qui travaillent en communauté. Les conditions de travail sont très fortement affectées et dégradées depuis un certain nombre d'années, depuis très très longtemps à l'hôpital, peut-être depuis plus récemment en milieu libéral, pour des raisons vraisemblablement très différentes en milieu libéral, qui tiennent aussi au fait qu'il y a une raréfaction de l'offre de médecins. Donc cette question d'avoir une vision holistique sur ce qui peut conduire un certain nombre de soignants à exprimer soit des refus vis-à-vis de la vaccination ou aussi des doutes, hein, c'est quelque chose que je trouve très important. Un autre exemple aussi, ça c'est des travaux qu'on a fait, des travaux qualitatifs auprès des médecins il y a quelques années, c'était dans les années 2016-2017, où on s'est intéressé à des médecins généralistes travaillant en ville et qui exprimaient une certaine forme d'hésitation vaccinale. Et les entretiens qu'on a pu faire ont montré que derrière cette hésitation vaccinale, il y avait en quelque sorte l'expression par ces médecins de se sentir trahis. Le mot peut paraître fort, mais je pense il est mesuré et réfléchi dans le contrat social qui les lie, qui est un contrat social informel en quelque sorte, mais qui les lie, eux, dans leurs activités, notamment les activités de santé publique et l'État. Donc il y a des dimensions qui sont en backup, je dirais, derrière ces questions-là. Et puis un dernier petit point sur lequel je voulais aussi vous donner un autre exemple, c'est aussi que la question émotionnelle est fortement prégnante aussi chez les soignants quand il s'agit de vaccination et d'interaction, en tout cas de discussion ou de consultation entre des soignants et des patients. Alors cette question des émotions qui peuvent être exprimées lors de consultations, elle est surtout pointée encore qu'assez récemment, enfin assez récemment, non, depuis assez longtemps en réalité, elle est pointée chez les patients, hein, à tel point d'ailleurs que Patrick nous disait tout à l'heure qu'éventuellement ça pourrait être une façon de regarder les rapports ordinaires à la vaccination, mais elle est aussi très prégnante chez les soignants. Et on vient de faire un certain nombre de travaux qui ont été faits d'ailleurs, là encore en utilisant des entretiens qui ont été faits chez des infirmières, des médecins généralistes en France, en Angleterre, et qui retrouvent des émotions, alors qui peuvent être des émotions de distanciation vis-à-vis des patients, l'expression de colère, de frustration, de se sentir décrédibilisé face à des patients qui hésitent ou qui viennent remettre en cause un peu des valeurs auxquelles les soignants peuvent être attachés, et puis aussi des émotions de connexion, de satisfaction, presque de joie d'exercer son métier quand les soignants sont en situation d'écouter les questionnements des patients vis-à-vis des vaccins et d'être amenés à y répondre. Donc il y a tout ce, enfin, c'est un peu un patchwork là de travaux qu'on a fait et de considérations, mais effectivement, enfin, moi qui me convainc, c'est absolument essentiel de ne pas avoir une vision complètement centrée sur la vaccination, mais de prendre de la distance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un, je ne sais plus qui, disait cette question de la confiance, peut-être que c'est et notamment de la confiance politique, peut-être, ou de la défiance politique, peut-être que c'est une trop grosse clé, mais je trouve que c'est quand même important de l'avoir en tête et de se dire aussi que cette question de la défiance politique, elle aboutit un peu à ce symptôme d'hésitation vaccinale, mais elle aboutit parmi d'autres conséquences. Il n'y a pas que l'hésitation vaccinale qui puisse nous faire comprendre qu'il y a un gros problème de défiance politique en France. Les conditions de travail des soignants en étant un exemple. Stop, je m'arrête.